Jesse Hollowell ouvrit brutalement son manteau et fourra l'enfant à l'intérieur contre son torse nu. Elle ne respirait pas. 3 ans, pas de chaussures, pas de manteau, la peau couleur de cendre. Il lui tapa dans le dos 1 fois, 2 fois, rien. Il pressa son oreille contre ses côtes et entendit un battement faible qui s'effaçait, un cœur qui avait presque abandonné. Puis ses yeux s'ouvrirent. Elle le regarda droit dans les yeux et dit un mot. Papa. Jesse avait enterré sa fille 4 ans plus tôt. Il avait enterré ce mot avec elle. Maintenant, ce mot était de retour et il amenait 3 petites filles avec lui. Avant de continuer cette histoire, je veux vous demander quelque chose. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage ce soir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et restez jusqu'à la toute fin. Car ce que Jesse va découvrir sur ses 3 petites filles brisera tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur son frère et sur la fille qu'il a enterrée il y a 4 ans. Elle était déjà morte. Ce fut la première pensée de Jesse. L'enfant dans ses bras ne bougeait pas, ne respirait pas, ne faisait rien. 3 ans, peut-être moins, une robe en coton gelé et rigide contre une peau qui avait dépassé le bleu pour devenir quelque chose de pire, quelque chose de gris. Jesse avait vu du bétail gelé debout cet hiver-là. Il avait vu les doigts d'un homme devenir noirs et se casser comme des brindilles. Janvier 1887, territoire du Wyoming. L'hiver qu'ils appelleraient la Grande Hécatombe. L'hiver qui tua tout. Mais il n'allait pas laisser cet hiver tuer ce bébé. Il lui tapa fort dans le dos. Plus fort qu'on ne devrait frapper quelque chose d'aussi petit. Rien. Il la retourna, pressa sa bouche contre la sienne, et souffla de l'air dans des poumons de la taille de ses poings. Sa poitrine se souleva, retomba, se souleva encore. Puis la toux vint, faible, humide, mais réelle. « Papa !» chuchota-t-elle. Les mains de Jesse s'arrêtèrent. Tout son corps s'arrêta. Ce mot exact avec cette voix exacte, aiguë et petite et confiante. La même tonalité, la même façon dont Rosie le disait quand elle courait à travers la cour les bras tendus. « Papa, papa, attrape-moi !» Rosie était morte depuis 4 ans. La fièvre l'avait emportée en 3 jours. Jesse l'avait tenu à la fin, avait senti son immobilité, avait senti le poids de son corps passer de vivant à parti. Maintenant, l'enfant d'un inconnu disait le mot qui était mort avec sa fille. Range ça. Pas maintenant. Il refoula le souvenir, tira le bébé à l'intérieur de son manteau contre sa peau, sentit son cœur battre, faible, irrégulier, mais il était là. C'est alors que la voix vint de derrière lui. « Monsieur, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Jesse se retourna. 2 autres enfants se tenaient dans la neige. L'aîné avait 9 ans, peut-être 10, des cheveux auburn emmêlés de glace, des yeux bleu-gris qui semblaient avoir 30 ans de plus que le visage qui les portait. Elle s'était plantée entre Jesse et la plus jeune, les pieds écartés, les poings serrés, prête à combattre un homme 3 fois plus grand qu'elle dans un blizzard qui la tuerait en 1 heure. La plus jeune se tenait derrière elle, 6 ans, cheveux blonds plaqués, yeux bruns, immenses et vides. Elle serrait quelque chose contre sa poitrine, un morceau de papier froissé et sale. Elle le tenait comme d'autres enfants tenaient des poupées. « Je ne fais de mal à personne, » dit Jesse. « Ce bébé a besoin de chaleur. Maintenant, qui êtes-vous? » La fille aînée ne répondit pas à sa question. Elle posa la sienne. « Est-ce le ranch Hollowell? » Jesse s'immobilisa. « Comment connaissez-vous ce nom? Est-ce que c'est ici ou pas? »« C'est ici. » « Oh, alors nous sommes au bon endroit. » La voix de la fille se brisa. Elle vacilla sur ses pieds, se rattrapa. « Nous avons juste besoin d'une nuit, monsieur. Une nuit et nous serons partis, je le jure. Vous n'irez nulle part ce soir, aucune d'entre vous. » Jesse fit un signe de tête vers la maison. De la fumée s'échappait de la cheminée, la seule chose chaude dans un monde gelé. « Bougez maintenant avant que cette tempête ne nous emporte tous. » La fille aînée attrapa la main de la plus jeune. Elles suivirent. La plus jeune n'émit jamais un son. Pas un gémissement, pas un mot, juste ses yeux bruns vides fixant le néant. Jesse ouvrit la porte d'entrée d'un coup de pied. La chaleur s'échappa. Lola apparut depuis la cuisine. 58 ans, cheveux gris tirés en arrière, 20 ans à travailler dans ce ranch. Elle avait été là quand Rosie était née. Elle avait été là quand il l'avait enterrée. Elle vit le bébé et fit le signe de croix. Dios mio.
Depuis combien de temps est-elle comme ça? Je ne sais pas. Je les ai trouvés à la limite de la clôture. Jessie posa Birdie sur le tapis près du feu. Elle est brûlante. La fièvre est mauvaise. Les mains de Lola bougeaient déjà, enlevant les vêtements mouillés, mettant des couvertures chaudes. Elle pressa sa paume sur le front de Birdie et son visage changea. C'est 40 degrés au moins, peut-être plus. Elle regarda Jessie. J'ai besoin d'eau chaude, d'eau de camomille et de toutes les couvertures de cette maison. Allez. Jessie alla à la cuisine, pompa de l'eau, la posa sur le poêle. Ses mains tremblaient, pas à cause du froid. La fille aînée l'avait suivie. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, observant, mesurant, comptant chaque sortie, chaque fenêtre, chaque objet qu'elle pourrait utiliser comme arme. Jessie reconnut ce regard. Il l'avait vu sur des chevaux sauvages le jour avant qu'il ne soit dompté ou qu'il ne vous tue. Asseyez-vous, dit-il. Il y a du ragoût sur le poêle, du pain dans la boîte. Mangez et nourrissez votre sœur. La fille ne s'assit pas. Elle nourrit d'abord la plus jeune, posa un bol devant elle, la regarda manger. Seulement alors prit-elle un bol pour elle-même. Et même pendant qu'elle mangeait, ses yeux ne quittèrent jamais Jessie. « Quel est ton nom? » demanda Jessie. « Eliza. Eliza May Colton. » On lui fit un signe de tête vers la plus jeune. « C'est Anna. » Elle ne parle pas. « Elle est malade aussi? »« Non, monsieur. » La voix d'Eliza devint plate. Elle a juste arrêté de parler, il y a environ 4 mois. Jessie regarda Hannah. L'enfant de 6 ans mangeait d'une main. L'autre main tenait toujours ce papier froissé contre sa poitrine. Elle ne l'avait pas lâché une seule fois. Pas quand elle marchait dans la neige. Pas quand elle s'était assise. Pas maintenant. Que s'est-il passé il y a 4 mois? Demanda Jessie. La cuillère d'Eliza s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Elle la posa, regarda Jessie avec ses yeux trop vieux. Notre oncle est arrivé. Depuis la pièce principale, Lola appela « Monsieur Hollowell, venez ici maintenant. » Sa voix n'était pas normale. Jessie connaissait cette voix, l'avait entendue une fois auparavant, il y a 4 ans, quand Lola déshabillait Rosie pour son bain de fièvre et avait trouvé l'éruption cutanée qui signifiait la scarlatine. Il marcha vers la pièce principale. Lola avait retiré la couverture de Birdie. Les bras du bébé étaient nus. Jessie vit les bleus, des anciens, jaunes, verts, la forme de doigts sur les 2 bras, sur ses côtes. Quelqu'un avait attrapé cet enfant, l'avait serré, l'avait secoué plus d'une fois, plus de 2 fois. Sa mâchoire se bloqua. « J'ai déjà vu ces marques, » dit Lola doucement. « Ma sœur à Guadalajara, son mari faisait la même chose, l'attrapait quand il était ivre, la secouait quand elle pleurait. » Elle fit une pause. « Ma sœur n'a pas survécu, Monsieur Hollowell. Elle avait 19 ans. » Jessie se leva, retourna à la cuisine. Eliza l'observait. Elle savait déjà ce qu'il avait vu. Elle l'attendait. « Votre oncle a fait ça à Birdie? » Ce n'était pas une question. Eliza ne le traita pas comme tel. « Oui, monsieur. À vous toutes? » Eliza remonta sa manche. Des bleus effacés, des marques de ceinture, une cicatrice de brûlure, circulaire, délibérée. Un cigare. Jessie sentit la rage frapper sa poitrine comme un poing, chaude, aveuglante, la vieille colère, la colère de son père, la chose qui vivait dans son sang et attendait des moments exactement comme celui-ci. Il agrippa le bord de la table, respira, força la rage à redescendre à l'endroit où il la gardait enfermée. « Qui est-ce votre oncle? » Edgar Prescott. Le nom atterrit comme une pierre jetée dans une eau calme. Edgar Prescott, le banquier d'Elhorn Creek, au premier rang à l'église chaque dimanche, qui détenait des créances sur la moitié des commerces de la ville, serrait des mains comme un prêtre, souriait comme un homme qui n'avait jamais rien fait de mal. Depuis combien de temps vivez-vous avec lui? 6 mois, depuis que papa est mort en juin. Jessie tira une chaise, s'assit en face d'elle. Et comment avez-vous fini à mon portail dans un blizzard à 80 km de la ville? Eliza regarda Hannah. Anna ne mangeait plus. Elle avait posé sa cuillère et faisait quelque chose avec le papier froissé, le lissant sur la table. Ce n'était pas une lettre, c'était un dessin. Du charbon sur du papier d'emballage marron. Une maison. Un homme dans l'encadrement de la porte. Quelque chose dans sa main. Une ceinture. Et 3 petites silhouettes blotties dans un coin. Jessie fixa le dessin, sa gorge se serra. « Hannah a dessiné ça la semaine dernière, dit Eliza.
Elle dessine tout ce qu'elle ne peut pas dire. Elle en a 40 autres comme ça dans son manteau. Jessie regarda Hannah. L'enfant de 6 ans ajoutait quelque chose au dessin. Une quatrième silhouette, plus grande que les autres, se tenant entre l'homme et les 3 petites formes, les protégeant. Elle avait donné à la quatrième silhouette un chapeau de cow-boy. Jessie détourna le regard. Regarda Elisa. Comment m'avez-vous trouvé? Papa me l'a dit avant de mourir. Il m'a donné une lettre. Il a dit que si quelque chose arrivait, si l'oncle Edgar nous faisait du mal, je devais vous trouver. Elle fit une pause. Il a dit que vous étiez son frère. La cuisine devint très silencieuse. Le poêle craqua, le vent hurlait dehors. À l'intérieur, rien ne bougeait. La bouche de Jessie s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Samuel, Eliza hocha la tête. Samuel Colton, Samuel Prescott, Samuel. Peu importe le nom qu'il utilisait. Le jeune frère de Jessie, celui qui était parti il y a 18 ans, avait changé de nom, s'était volatilisé, n'avait envoyé aucune lettre, n'avait pris aucun contact. Jessie l'avait coupé comme une branche morte. Jessie n'avait pas prononcé ce nom depuis des années, s'était entraîné à ne pas le faire. Samuel était parti. Il était parti avant de mourir, et était parti encore pire après. Maintenant, ses filles étaient assises dans la cuisine de Jessie, oui, mangeant le ragoût de Jessie, portant le nom de Jessie avec l'écriture d'un homme mort. Votre père, dit Jessie lentement, il vous a parlé de moi. Il parlait de vous tout le temps. La voix d'Eliza devint douce. De quand vous étiez garçon, du ranch, de comment vous le protégiez de votre père quand il devenait méchant. Elle fit une pause. Papa disait que vous étiez le meilleur homme qu'il ait jamais connu. Il disait que s'il lui arrivait quelque chose, vous étiez la seule personne au monde à qui il nous confierait. Jessie se leva, marcha vers la fenêtre, pressa son front contre la vitre froide. Son reflet le regardait, décharné, creusé. Le visage d'un homme qui n'avait pas bien dormi depuis 4 ans. Samuel lui faisait confiance. Samuel qui était parti sans un mot, qui n'était pas venu aux funérailles de Catherine, qui n'avait pas envoyé de fleurs quand Rosie était morte. Samuel lui faisait toujours confiance. Pourquoi n'est-il pas venu me voir lui-même? Pourquoi vous envoyer? Parce qu'il est mort, Monsieur Hollowell. Je sais qu'il est mort. Je veux dire, avant. Pourquoi n'est-il pas venu avant, en 18 ans? Pourquoi pas une seule fois? Eliza resta silencieuse un long moment. Puis elle dit quelque chose qui frappa Jessie plus fort que tout le reste cette nuit-là. Il vous a écrit 3 fois. Vous n'avez jamais répondu. Jessie se retourna. Je n'ai jamais reçu de lettre. Eliza le fixa. Quelque chose changeait dans ses yeux. De la peur, pas de Jessie. De quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle assemblait dans sa tête. Papa a dit la même chose. Il a dit, peut-être qu'il les a brûlés. Mais ensuite, il a dit, peut-être que quelqu'un s'est assuré que tu ne les reçoives jamais. Quelqu'un qui ne voulait pas que vous vous parliez. Edgar. Eliza ne répondit pas, mais son visage en disait assez. L'horloge au mur tic-taquait. Dehors, la tempête battait les fenêtres. Dans la pièce principale, Birdie toussa. Petit, humide et mauvais. Lola apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. La fièvre du bébé baisse un peu. Elle passera la nuit, je pense. Mais Monsieur Hollowell, elle s'arrêta. Cet enfant n'a pas été nourri correctement depuis des semaines. Ses côtes se voient, toutes leurs côtes se voient. Jessie hocha la tête. Préparez la chambre d'amis. Toutes les 3 ensemble. Si? Lola regarda Eliza. Viens, Mija, amène ta sœur. Vous êtes en sécurité ici ce soir. Eliza se leva, prit la main de Hannah. Hannah rassembla son dessin soigneusement, le plia, le pressa de nouveau contre sa poitrine. Elles suivirent Lola dans le couloir. À l'encadrement de la porte, Eliza s'arrêta, se retourna. Monsieur Hollowell. Ouais. L'oncle Edgar viendra nous chercher. Il le fait toujours. Il nous a trouvés à Cheyenne en 2 jours. Trouvés à Laramie en 3. Elle fit une pause. Il a le marshal dans sa poche. Il a le juge aussi. Il viendra ici et il aura des papiers et il sourira et tout le monde le croira parce que c'est ce qu'il fait. Il fait croire les gens, Jessie croisa son regard, qu'ils viennent. Vous ne comprenez pas, la voix d'Eliza baissa. La dernière famille qui a essayé de nous aider, les Henderson à Cheyenne. Elle fit une pause. Leur grange a brûlé 1 semaine après notre départ. Leurs chevaux étaient à l'intérieur.
Jessie sentit le froid s'installer dans ses os. Pas à cause de la tempête, à cause de la vérité de ce que cet enfant lui disait. Je ne suis pas les Henderson, Eliza. Non, monsieur, vous ne l'êtes pas. C'est ce qui me fait peur, parce que papa disait que vous étiez assez têtu pour vous battre, et les gens qui combattent Edgar sont ceux qui sont blessés le plus gravement. Elle se tourna, disparut dans le couloir. Jessie entendit la porte de la chambre d'amis se fermer, entendit la voix de Lola, douce, gentille, le bruit des couvertures qu'on arrange, et des enfants s'installant dans un lit qui n'était pas le leur, mais qui était chaud, sec et sûr. Jessie s'assit seule dans la cuisine, le café refroidissant dans sa main. Il pensa à Samuel, au garçon qui le suivait partout dans le ranch comme une ombre, qui grimpait dans le lit de Jessie pendant les orages, que Jessie avait protégé des poings de leur père 100 fois, 1000 fois. Il pensa à la dernière fois qu'il avait vu son frère. Un mardi matin, Samuel, 20 ans, oui, se tenant au portail avec un sac sur l'épaule. Jessie, 27 ans, regardant depuis le porche, trop fier pour lui demander de rester, trop en colère pour dire au revoir. Samuel avait regardé en arrière une fois, juste une fois, puis s'était éloigné. 18 ans. Pas de lettres arrivées, pas de visite, pas un mot du tout, jusqu'à ce que 3 enfants apparaissent dans un blizzard portant son nom comme une prière. Vers minuit, Jessie alla vérifier. Il ne put s'en empêcher. Il ouvrit la porte de la chambre d'amis lentement, silencieusement. Le feu était bas. Birdie était au milieu du lit. Hannah enroulée autour d'elle, protectrice même dans son sommeil. Et Eliza ne dormait pas. Elle était assise, le dos contre la tête de lit, regardant la porte. Quand Jessie apparut, sa main alla sous l'oreiller, revint avec un couteau de cuisine qu'elle avait pris sur la table. « Doucement, dit Jessie, c'est juste moi. » Eliza baissa le couteau, ne le rangea pas. « Avez-vous besoin de quelque chose? Je suis venu vérifier Birdie. » Elle respire mieux. La fièvre baissait un peu. « Bien. » Jessie s'appuya contre le cadre de la porte. « Vous faites ça toutes les nuits? Vous asseoir et surveiller? Quelqu'un doit le faire. » Les mots étaient simples, dévastateurs. 9 ans, et elle s'était faite gardienne, veilleuse, celle qui ne dormait pas pour que les autres le puissent. Jessie la regarda, cet enfant portant l'épuisement comme une seconde peau. « Vous pouvez dormir ce soir, Eliza. Je veillerai. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. » Jessie fit une pause. « À quand remonte la dernière fois que vous avez dormi? Un vrai sommeil. Pas le genre où vous gardez un œil ouvert. » Eliza resta silencieuse. « Alors je ne m'en souviens pas. » Jessie tira la chaise du coin, la plaça près de la porte, s'assit. « Dormez, Eliza. » Elle le fixa, le couteau toujours dans sa main. 30 secondes, 1 minute. Puis quelque chose se brisa derrière ses yeux. Quelque chose qu'elle maintenait ensemble par la seule force de sa volonté depuis 6 mois. Son menton trembla. Elle se mordit la lèvre fort, l'arrêta. « Si je dors, dit-elle, si je ferme les yeux, vous serez toujours là quand je me réveillerai. Je serai juste là. Je ne vais nulle part. » Eliza le regarda encore un long moment. Puis elle mit le couteau sous l'oreiller, s'allongea, tira ses sœurs près d'elle. Elle s'endormit en 2 minutes, comme si son corps avait attendu la permission. Comme si tout ce dont elle avait besoin était une personne pour dire « Je veillerai pour que tu n'aies pas à le faire. » Jessie s'assit sur la chaise près de la porte. Il les écouta respirer. 3 enfants, les enfants de son frère, envoyaient vers lui à travers un blizzard, une lettre d'homme mort et 6 mois de fuite. Il pensa à Edgar Prescott, aux granges qui brûlaient, aux juges dans les poches, à un homme qui battait une enfant de 3 ans et souriait à l'église le dimanche. Il pensa à la lettre dans la botte d'Eliza, celle de Samuel, celle qui lui était destinée, celle qui contenait les réponses aux questions que Jessie ne savait pas encore poser. Il pensa à Rosie, à comment elle dormait exactement comme Birdie dormait maintenant, le poing enroulé autour de la couverture, la bouche légèrement ouverte, le petit bruit de respiration qui signifiait que tout allait bien. Jessie pressa ses palmes sur ses yeux, les garda là jusqu'à ce que la brûlure s'arrête. Dans le lit, Birdie bougea. Sa main trouva le genou de Jessie. De petits doigts s'enroulèrent autour du tissu de son jean, s'accrochèrent. Même dans son sommeil, elle s'accrochait. Jessie ne bougea pas, ne se retira pas, resta juste assis là dans le noir avec la file d'un homme mort tenant son genou,
et un mot qu'il n'avait pas entendu depuis 4 ans résonnant dans les pièces vides de sa poitrine. Papa. Il n'était pas son papa. Il n'était le papa de personne. Il avait failli à la seule enfant que Dieu lui avait donnée et avait passé 4 ans à se changer en pierre pour ne plus jamais avoir à faillir. Mais ce bébé ne le savait pas, ne s'en souciait pas. Elle avait 3 ans, elle avait froid et était malade, et elle avait tendu la main vers la chose solide la plus proche et s'était accrochée. Et Jessie, que Dieu l'aide, la laissa faire. La tempête fit rage toute la nuit. La maison tint bon. 3 enfants dormirent du sommeil le plus profond qu'elles aient connu en 6 mois. Et sur la chaise près de la porte, un homme qui avait juré de ne plus jamais rien aimer s'assit pour les regarder respirer et sentit la glace à l'intérieur de sa poitrine se fissurer pour la première fois depuis qu'il avait enterré sa fille dans le sol dur derrière la grange. Il ne dormit pas, n'essaya pas, regarda juste, dit et se demanda ce que Samuel avait écrit dans cette lettre qui valait la peine d'envoyer 3 enfants à travers un blizzard pour la livrer. Le matin viendrait, la lettre serait lue, la vérité tomberait comme un marteau. Mais c'était pour le matin. C'était maintenant. Et juste maintenant, 3 petites filles étaient en sécurité, au chaud et dormaient. Et c'était assez, c'était plus qu'assez. C'était tout ce dont Jesse Hollowell ne savait pas qu'il avait besoin, jusqu'à ce que cela se présente à moitié mort à son portail et l'appelle papa. Le matin arriva gris et froid. La tempête s'était arrêtée, mais le ciel ne s'était pas dégagé. Il restait là, bas et lourd, comme s'il décidait s'il allait les frapper à nouveau. Jesse n'avait pas bougé de la chaise. Son dos lui faisait mal, son cou était raide. Ses jambes s'étaient engourdies vers 4 heures du matin, mais la main de Birdie était toujours enroulée autour de son genou et il n'avait pas eu le cœur de la bouger. Eliza se réveilla la première, les yeux ouverts d'un coup. Pas de transition entre le sommeil et l'éveil. Elle vit Jesse sur la chaise, vit sa main reposant près de la tête de Birdie, vide qu'il était resté. Quelque chose changea sur son visage. Pas de la confiance, pas encore, mais l'espace où la confiance pourrait grandir si on lui donnait assez de temps. « Vous êtes resté, dit-elle. « Je vous ai dit que je le ferais. » Eliza s'assit, regarda ses sœurs. Anna dormait encore, recroquevillée, le dessin pressé contre sa poitrine, même dans ses rêves. La respiration de Birdie était meilleure, plus profonde. La couleur de son visage était passée du gris à quelque chose de plus proche du rose. « Sa fièvre est tombée vers 3 heures, dit Jessie. Lola l'a vérifié 2 fois dans la nuit. Eliza hocha la tête, balança ses jambes hors du lit, se leva. Elle portait toujours les vêtements secs que Lola lui avait mis la nuit dernière. Trop grands. Les manches pendaient au-delà de ses mains. Elle ressemblait à une enfant jouant à se déguiser avec les affaires de sa mère. « Monsieur Hollowell, ouais, la lettre, celle que papa m'a donnée. » Elle fit une pause. « Vous ne l'avez pas prise pendant que je dormais. »« Non, mademoiselle. C'est à vous de la donner quand vous serez prête. » Eliza l'étudia. Puis elle se pencha, retira sa botte, plongea la main à l'intérieur et sortit un morceau de papier plié. Usé par 6 mois de transport, 6 mois de cachette, 6 mois de fuite. Elle le tendit. « Je suis prête. » Jessie le prit. Le papier était doux comme du tissu. L'écriture de son frère à l'extérieur, juste 2 mots. Pour Jessie. Il le déplia, lut. « Jessie, si tu lis ceci, alors je suis mort et mes filles t'ont trouvé. Cela signifie qu'Eliza a fait ce que j'ai demandé. Elle est courageuse. Plus courageuse que nous ne l'avons jamais été tous les deux. Prends soin d'elle, mon frère. Toutes les 3. Birdie est petite, mais elle est résistante. Hannah a arrêté de parler après ce qu'Edgar a fait. Ne la pousse pas. Elle parlera quand elle se sentira en sécurité. Eliza porte tout. Elle te dira qu'elle va bien. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien depuis que sa maman est morte il y a 2 ans. Ne la laisse pas te tromper. Maintenant, la partie difficile. Edgar Prescott n'est pas notre oncle. C'est un partenaire commercial d'un syndicat minier de Colombie-Britannique. J'ai travaillé dans cette mine en 1879. J'ai vu un homme être tué. Le contremaître, Jacob Dunning, a étouffé l'affaire. J'ai essayé de le signaler. Ils s'en sont pris à moi. J'ai fui, changé de nom, caché ma famille, mais ils m'ont trouvé. Jessie, Edgar m'a trouvé. Il a coupé le câble de frein de mon chariot, a fait ressembler ça à un accident. Je le sais parce que j'ai vu les coupures avant de prendre cette route.
Je l'ai prise quand même parce que je devais les éloigner des filles. Il y a des preuves. Tout. Documents, photographies, noms, dates. J'ai tout caché dans le puits de notre ancienne ferme à l'extérieur d'Elhorn Creek. Le puits en pierre. Troisième pierre en partant de la ligne d'eau côté nord. Prends-le, Jesse. Utilise-le. Brûle Edgar Prescott et chaque homme qui travaille pour lui. Et mon frère, je suis désolé. Désolé d'être parti. Désolé d'être resté loin. Désolé d'avoir été trop fier pour rentrer à la maison. Tu méritais mieux que mon silence. Les filles les méritent mieux que mes erreurs. Donne-leur ce que je n'ai pas pu. Un foyer, une famille, quelqu'un qui reste. Ton frère, Samuel. Jesse le lut 2 fois, puis une 3e fois. Puis il le plia et le mit dans la poche de sa chemise près de sa poitrine, près du battement de cœur qui martelait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Eliza l'observait. « Vous saviez, dit-il, pour la mine, pour Edgar. Papa m'en a dit une partie, pas tout, juste assez pour savoir que l'oncle Edgar était dangereux et que si quelque chose arrivait, je devais courir. Vous avez couru 2 fois avant. Cheyenne, leur ami, il nous a attrapés les 2 fois. » La voix d'Eliza était stable, mais ses mains tremblaient. Cette fois, j'ai attendu. Attendu qu'il aille à Helena pour les affaires de la banque. J'ai pris de l'argent dans son bureau. Acheté des billets de train pour la ville voisine. Puis nous avons marché, en janvier, dans un blizzard, avec une enfant de 3 ans. Je n'ai pas planifié le blizzard, Monsieur Hollowell. J'ai planifié la fuite. Dieu a planifié le temps. Jessie faillit sourire. Presque. Combien Hannah en sait-elle? Hannah sait tout. Elle ne peut juste pas le dire. Eliza regarda sa sœur endormie. Elle a vu des choses chez l'oncle Edgar, des choses qu'elle dessine au lieu d'en parler. Elle a des images de tout ça. Chaque fois qu'il nous frappait, chaque fois qu'il nous enfermait dans la cave, chaque fois qu'il... Eliza s'arrêta, sa mâchoire travailla. Elle avala difficilement. Chaque fois, les mains de Jessie se serrèrent sur ses genoux. Qu'a-t-il fait d'autre? Eliza secoua la tête. Pas maintenant, pas devant elle. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds, laids, pleins de choses qu'une enfant de 9 ans ne devrait jamais avoir apportées. Lola apparut dans l'encadrement de la porte avec un plateau. Café, flocons d'avoine, biscuits. Elle le posa, regarda Eliza, regarda Jessie. Le bébé a besoin de manger de petites quantités. Du bouillon chaud si nous en avons. Nous en avons, dit Jessie. Il se leva, ses genoux craquèrent, son corps lui rappela qu'il avait 39 ans et qu'il était assis sur une chaise en bois depuis 8 heures. Il marcha vers la cuisine. Lola suivit. « Vous avez lu la lettre, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je l'ai lue. Et? Jessie versa du café, le but noir, se brûla la langue, s'en fichait. Samuel avait été assassiné. Edgar Prescott l'a tué. Il y a des preuves cachées dans un puits de l'ancienne ferme. Lola fit le signe de croix. Et les enfants, elles restent ici. Monsieur Hollowell. La voix de Lola était prudente. Vous savez ce que les gens vont dire. Un homme seul avec 3 petites filles, pas de femme, pas de parente. Dans cette ville, et les rumeurs commenceront avant que la neige ne fonde. Qu'elles commencent. Ce ne sont pas les rumeurs qui m'inquiètent. C'est ce qu'Edgar fera avec les rumeurs. Un homme comme ça, il les utilisera. Il dira que vous êtes inapte. Il dira que les enfants sont en danger. Il amènera la loi. Alors je m'occuperai de la loi. Lola le regarda durement, de la façon dont elle le regardait quand il buvait trop après la mort de Rosie. Vous ne pouvez pas gérer la loi en étant têtu, Monsieur Hollowell. Je vous la gérer en étant intelligent. Prenez un avocat. Récupérez les preuves dans ce puits. Mettez les gens de votre côté avant qu'Edgar n'arrive, parce qu'il viendra. Cette fille avait raison là-dessus. Il viendra et il sourira, et la moitié de cette ville croira chaque mot sortant de sa bouche. Jessie posa la tasse. Vous avez raison. Je sais que j'ai raison. J'ai eu raison sur la plupart des choses depuis 20 ans. Vous n'écoutez simplement pas toujours. Jessie la regarda. Cette femme qui l'avait élevée autant que sa propre mère, qui avait enterré sa femme à ses côtés, qui avait lavé le corps de Rosie pour les funérailles, quand Jessie ne pouvait pas arrêter de trembler assez longtemps pour le faire lui-même. Merci, Lola, pour la nuit dernière, pour tout. Lola agita la main. Ne me remerciez pas. Nourrissez ses enfants. C'est un remerciement suffisant. La journée passa étrangement et lentement.
La fièvre de Birdie se maintint à 38 degrés. Pas bon. Mais pas mortel. Elle a dormi principalement, se réveilla pour manger du bouillon que Lola lui donnait à la cuillère entre les lèvres avec la patience d'une femme qui avait nourri des enfants malades auparavant. Anna resta assise près du feu toute la matinée, dessinant en silence. Elle avait tiré un bâton de charbon de son manteau et trouvé le dos d'une vieille facture d'aliments sur le bureau de Jessie. Elle dessinait sans s'arrêter, sans lever les yeux, comme si les images se déversaient hors d'elle et qu'elle ne pouvait pas les retenir. Jessie observait depuis l'autre bout de la pièce. Il ne pouvait pas voir ce qu'elle dessinait, n'était pas sûr de le vouloir. Eliza travaillait sans qu'on le lui demande, sans qu'on le lui dise. Elle balaya la cuisine, empila du bois de chauffage, aida Lola à pétrir le pain. Ses mains bougeaient avec l'habitude de quelqu'un qui faisait ces choses depuis des années. Elle travaille comme une femme adulte. Elle dit Lola doucement à Jessie alors qu'ils observaient depuis le couloir. Qui lui a appris? Elle a appris toute seule, dit à Jessie. Elle a dû le faire. Vers midi, Jessie mit son manteau. Où allez-vous? Demanda Eliza. Elle était dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les mains couvertes de farine, les yeux vifs. En ville. J'ai besoin de voir quelqu'un. Qui? Le père O'Brien à l'église. Et je dois envoyer un message à un avocat à Cheyenne. Le visage d'Eliza se tendit. Vous allez combattre Edgar. Je vais faire ce que votre père m'a demandé de faire. Vous protéger. Eliza resta silencieuse. Puis, Monsieur Hollowell, la dernière fois que quelqu'un a essayé de nous aider, elle s'arrêta. Je sais. Les Henderson. Leur grange a brûlé. Jessie enfila ses gants. Je ne suis pas les Henderson, Eliza. J'exploite cette terre depuis 20 ans. Je connais chaque homme dans ce territoire. Et je ne m'effraie pas facilement. Eliza le regarda, voulant croire, ayant peur de le faire. Revenez, dit-elle, s'il vous plaît. Je serai de retour avant la nuit, je le promets. Il chevaucha vers Elworn Creek sous un ciel qui ne pouvait se décider entre neige et soleil. La ville était petite. Une rue principale, un magasin général, un saloon, la banque, l'église, le tribunal. Peut-être 300 personnes une bonne année. Le père Patrick O'Brien était au presbytère. 62 ans, cheveux blancs, yeux gentils, le genre de prêtre qui écoutait plus qu'il ne prêchait. Jessie lui raconta tout. Les filles, la lettre, les bleus. Edgar. O'Brien resta assis silencieux pendant un long moment. Quand Jessie eut fini, ses mains jointes, ses yeux sur la croix au-dessus de la porte. « Vous croyez l'enfant? » Il dit. « Je crois au bleu sur les bras d'une enfant de 3 ans. Je crois aux marques de ceinture sur le dos d'une enfant de 9 ans. Je crois que les brûlures de cigares n'arrivent pas par accident. Et le meurtre, la mine, c'est à ça que servent les preuves dans le puits. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose, mon père. Edgar Prescott est-il lié à quelqu'un dans cette ville? Quelqu'un avec du pouvoir? » Le visage d'O'Brien changea, devint prudent. Jessie, Edgar détient des créances sur la banque, le magasin général et l'écurie. Il fait des dons à l'église depuis 10 ans. Lui et le Marshal Dunning sont proches, très proches. Et le juge Whittaker à Cheyenne, ou celui qui gère les affaires de garde. O'Brien fit une pause. J'ai entendu des choses. Rien que je puisse prouver. Mais le bruit court que Whittaker et Edgar ont un arrangement. Quel genre d'arrangement? Le genre où le juge statue comme le banquier le veut et le banquier s'assure que les dettes de jeu du juge disparaissent. Jessie sentit le froid à nouveau, le même froid que la nuit dernière. Pas la météo, quelque chose de pire. Donc si Edgar demande la garde et que je me bats, et le juge est déjà acheté. C'est ce que je vous dis. O'Brien se pencha en avant. Jessie, je suis de votre côté. Dieu sait que ces enfants ont besoin de protection, mais vous devez comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Edgar Prescott n'est pas juste un homme, c'est un système. Il a la loi. Il a l'argent. Il a les relations. Vous avez un ranch et un bon cœur. Et d'après mon expérience, un bon cœur perd face à un système corrompu 9 fois sur 10. Alors je serai la 10e fois. O'Brien l'étudia, puis sourit tristement. Votre frère était pareil, têtu jusqu'à l'os. Vous connaissiez Samuel? Il est venu me voir une fois, il y a des années, avant de mourir. Assis juste là où vous êtes assis, il m'a dit qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable et a demandé si Dieu pouvait encore l'aimer. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que l'amour de Dieu n'était pas le problème. Le problème était de savoir s'il pouvait s'aimer assez lui-même pour demander de l'aide. A-t-il demandé? Non.
La voix d'O'Brien était calme. Il est parti et 6 mois plus tard, il était mort. Ne faites pas son erreur, Jesse. N'essayez pas de faire ça tout seul. Jesse retourna au ranch alors que le soleil se couchait. Lumière orange sur neige blanche. Magnifique. Il ne le remarqua pas. Il trouva Eliza sur le porche, attendant. Elle se leva quand elle le vit, tout son corps tendu jusqu'à ce qu'elle confirme que c'était lui et pas quelqu'un d'autre. « Vous êtes revenu, dit-elle. Je vous ai dit que je le ferais. » À l'intérieur, la maison était chaude. Birdie était réveillée. Assise sur les genoux de Lola près du feu, de la couleur sur son visage, les yeux plus brillants, toujours malade, mais combattante. Quand Jesse entra, Birdie le regarda, tendit les bras. Papa, en haut. Jesse regarda Lola. Lola haussa les épaules. Elle sait ce qu'elle veut. Jesse prit Birdie dans ses bras. Elle ne pesait rien. Elle posa sa tête sur son épaule, enroula son poing dans son col, soupira. Le soupir d'une enfant qui avait trouvé la chose qu'elle cherchait et avait l'intention de la garder. La gorge de Jesse se serra. Il la tint, ne parla pas, ne pouvait pas. Eliza observait depuis l'encadrement de la porte son visage illisible. Cette nuit-là, après que les filles furent au lit, Jesse s'assit dans son bureau. La lettre sur le bureau, le feu brûle en bas, un verre de whisky qu'il n'avait pas touché. Il y eut un coup, doux. Jesse leva les yeux. Hannah se tenait dans l'encadrement de la porte. Première fois qu'elle venait à lui de son propre chef. Première fois qu'elle allait quelque part sans Eliza. Elle tenait un morceau de papier. Elle marcha jusqu'à son bureau, le posa devant lui, le regarda avec ses yeux bruns, puis se tourna et partit sans un mot. Jesse regarda le dessin. C'était différent des autres. Pas d'homme avec une ceinture, pas d'enfant dans un coin. Celui-ci montrait une maison, de la neige sur le toit, de la fumée sortant de la cheminée, et à la fenêtre, 4 silhouettes. 3 petites, une grande. La grande tenait la plus petite et elles étaient toutes ensemble, toutes en sécurité, toutes à l'intérieur où le froid ne pouvait pas les atteindre. En bas, en lettres tremblantes et enfantines, Hannah avait écrit 2 mots. « Notre maison ». Jesse le fixa jusqu'à ce que le feu meure en braise, jusqu'à ce que le whisky tiédisse, jusqu'à ce que les larmes qu'il ne voulait pas pleurer viennent quand même et tombent sur le papier et tachent le charbon juste un peu. Il essuya ses yeux, plia le dessin soigneusement, il le mit dans sa poche à côté de la lettre de Samuel. 2 morceaux de papier, un d'un frère mort lui demandant de se battre, un d'une enfant silencieuse lui demandant de rester. Il allait faire les 2. Le lendemain matin, Jesse se réveilla tôt, s'habilla, trouva Lola dans la cuisine. « J'ai besoin que vous surveilliez les filles d'aujourd'hui. Je chevauche jusqu'à l'ancienne ferme, au puits. » Lola posa son café. « Vous allez chercher la preuve. Je vais chercher ce que Samuel a caché. Si Edgar vient pendant que je suis parti, il ne viendra pas aujourd'hui. Trop tôt. Un homme comme Edgar planifie. Il ne se précipite pas. Comment te savez-vous? Parce que j'ai grandi avec des hommes comme Edgar, M. Hollowell. Ils sont tous pareils. Ils prennent leur temps. Ils construisent leur dossier. Ils s'assurent que tout le monde regarde ailleurs avant de frapper. Elle fit une pause. Vous avez 1 semaine, peut-être 2. Utilisez-les. Jesse hocha la tête, marcha vers la chambre d'amis. Eliza était déjà réveillée, déjà habillée, tressant déjà les cheveux de Hannah. « Je pars aujourd'hui, » dit Jesse. « Je serai de retour à la tombée de la nuit. » La ferme? Ouais. Les mains d'Eliza s'arrêtèrent au milieu de la tresse. « Soyez prudents. » Papa a dit qu'il avait mis des pièges autour du puits pour empêcher les gens d'entrer. Quel genre de piège? Le genre qui fait mal. Jesse s'agenouilla, la regarda. Autre chose que je devrais savoir? Eliza réfléchit. Puis, la 3e pierre en partant de la ligne d'eau, côté nord. Papa a dit que vous devez la tirer tout droit. Ne la tournez pas ou la boîte tombera dans l'eau et les documents seront ruinés. Homme intelligent, votre père. Il l'était. La voix d'Eliza se brisa. Oui, juste assez pour montrer le chagrin qu'elle gardait enfoui sous toute cette armure. C'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Et ce n'était pas suffisant pour le sauver. Jesse posa sa main sur son épaule, la laissa là 3 secondes, puis se leva. Je serai de retour avant la nuit. Vous continuez à dire ça, parce que je continue à le penser. Il sortit, monta sur son cheval, chevaucha vers l'ancienne ferme Colton à 4 heures à l'ouest.
Le ciel s'éclaircissait. Et premier bleu depuis des jours, assez froid pour geler la salive avant qu'elle ne touche le sol, mais au moins le vent s'était arrêté. Il chevaucha et pensa à Edgar Prescott, aux juges corrompus et aux marshals achetés, à un système construit pour protéger les hommes avec de l'argent et écraser tous les autres. Il pensa à Samuel, au garçon qui le suivait partout, à l'homme qui conduisait un chariot cassé sur une route de montagne parce qu'il savait que c'était le seul moyen d'éloigner le danger de ses enfants. Il pensa à Rosie, à comment il avait failli, comment la fièvre était venue, et il n'avait pas pu l'arrêter. Et toute sa force et toute sa terre et tout son argent ne signifiaient rien parce que sa fille était morte et il ne pouvait pas réparer ça. Il pensa à Birdie, à la façon dont elle le disait papa, à la façon dont elle enroulait son poing dans son col comme si elle s'accrochait au bord du monde. Il pensa à Hannah, à une enfant de 6 ans qui avait arrêté de parler parce que les mots étaient devenus dangereux, qui dessinait des images à la place parce que les images pouvaient dire la vérité sans vous faire frapper. Il pensa à Eliza, 9 ans, pourtant tout, dormant avec un couteau sous son oreiller, protégeant ses sœurs avec une férocité qui ferait honte à la plupart des hommes adultes. 3 filles, les filles de son frère, envoyées vers lui à travers un blizzard avec une lettre d'homme mort, et 6 mois de bleu, et un seul espoir désespéré qu'il serait l'homme que Samuel croyait qu'il était. Jesse agrippa les rênes, serra la mâchoire, chevaucha plus vite. Il allait obtenir cette preuve. Il allait brûler Edgar Prescott jusqu'au sol, et il allait donner à ses filles la seule chose que personne ne leur avait jamais donnée, un foyer, un vrai, le genre où personne ne vous frappe, personne ne vous brûle, personne ne vous enferme dans le noir, le genre où vous pouvez dormir sans couteau et dessiner des images sans peur et dire papa à un homme qui préférerait mourir plutôt que de laisser quiconque vous faire du mal à nouveau. La ferme apparut à l'horizon, charpente brûlée, terre roussie, et au milieu des décombres, se tenant intact, le puits en pierre. Jesse mit pied à terre, marcha vers lui. La tombe de son frère et le cadeau de son frère, tous deux attendant au même endroit. Il commença à descendre. La corde lui brûla les paumes à la descente. 6 mètres d'obscurité, la température chutant à chaque mètre. Au moment où les bottes de Jesse touchèrent l'eau, ses dents claquaient et ses doigts s'engourdissaient, de l'eau jusqu'aux genoux. Glacial, le genre de froid qui atteignait vos os et serrait. Il craqua une allumette. La lumière fleurit contre les murs de pierre circulaire. L'eau noire comme de l'encre. Son propre souffle revenant vers lui en nuages blancs. 3e pierre en partant de la ligne d'eau, côté nord. Ne la tournez pas. Jesse trouva la pierre plus neuve que les autres, le mortier autour plus frais. Il sortit son couteau, travailla la lame dans l'espace. Prudent, stable, de la façon dont on tirait un veau de naissance par le siège. Assez de force pour la bouger, pas assez pour la casser. La pierre se libéra. Derrière elle, une boîte en métal scellée à la cire, étanche, et lourde pour sa taille. Jesse l'attrapa, la fourra à l'intérieur de son manteau et grimpa. À mi-chemin, sa botte glissa, la corde se tendit brusquement, son épaule se tordit fort, et il balança contre le mur. La pierre mordit dans ses côtes. Il tint bon, grimpa, ne s'arrêta pas jusqu'à ce que le ciel bleu frappe son visage et que l'air froid qui semblait chaud comparé au puits remplisse ses poumons. Il s'assit sur le sol gelé, respirant fort. La boîte sur ses genoux, le dernier secret de son frère. Il brisa le seau de cire, l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans de la toile huilée, se trouvaient des documents, des photographies, un journal en cuir, et pressé entre les pages, des fleurs sauvages séchées, violettes et jaunes, le genre qui poussait dans les hautes prairies en été. Le genre que Catherine avait l'habitude de cueillir avant de mourir. Les mains de Jesse tremblaient. Il ouvrit le journal en premier. L'écriture de Samuel, page après page, dates, noms, détails, chaque mort à la mine Whitefish. Enregistré avec la précision d'un homme qui savait qu'il construisait un dossier qui pourrait lui coûter la vie. 12 hommes morts entre 1877 et 1883, tous classés comme accidents, tous signés par le contremaître de la mine, Jacob Dunning. Jesse arrêta de respirer, relut le nom. Jacob Dunning, le frère du Marshal Wade Dunning, le Marshal d'Elhorn Creek, ou l'homme qui portait un badge et maintenait la paix et était censé protéger des gens comme Eliza Asa et Hannah et Birdie.
Son frère était celui qui avait couvert 12 meurtres. Jesse continua de lire. La mine appartenait à une société écran appelée Western Range Holdings. Samuel avait retracé la véritable propriété à travers les registres territoriaux. 3 noms, Jacob Dunning, Edgar Prescott et le juge Arthur Whitaker. Le même juge qui gérait les affaires de garde. Le même juge. H avait dit O'Brien qui était dans la poche d'Edgar. Pas dans sa poche, son partenaire, son copropriétaire, un homme qui déciderait si Jesse gardait les filles. Et cet homme avait aidé à tuer leur père. Jesse ferma le journal, remit tout dans la boîte, la scella. Il chevaucha au retour rapidement. 4 heures semblèrent en durer 40. À chaque kilomètre, le poids de ce qu'il portait devenait plus lourd. Pas la boîte, la connaissance, la compréhension de ce à quoi il faisait face exactement. Pas un homme, un système, une machine construite avec de l'argent et la loi et le genre de corruption qui vous souriait à l'église le dimanche. Il atteignit le ranch au crépuscule. Lola était sur le porche, les bras croisés, le visage inquiet. « Quelque chose est arrivé », dit-elle avant qu'il ne mette pied à terre. « Quoi? » Le Marshal Dunning est passé il y a 2 heures. Il avait des papiers. L'estomac de Jesse devint froid. Quel genre de papier? Contrôle de bien-être. Comme prévu, Edgar Prescott a déposé une plainte, dit que 3 enfants de mineurs sont manquants de sa garde et qu'il a des raisons de croire qu'elles sont ici. La voix de Lola était stable, mais ses yeux ne l'étaient pas. Le Marshal a parlé à Eliza. Jesse était descendue du cheval avant que Lola ne finisse la phrase. Où est-elle? Cuisine. Elle va bien. Elle a géré. Lola fit une pause. Mieux que je ne l'aurais fait. Mieux que la plupart des femmes adultes ne l'auraient fait. Jesse entra, trouva Eliza à la table de la cuisine, Hannah à côté d'elle dessinant. Birdie sur une chaise enveloppée dans des couvertures, réveillée, mangeant du pain que Lola avait déchiré en petits morceaux. Eliza leva les yeux quand Jesse entra. Son visage était blanc, mais ses yeux étaient instables. Le Marshal m'a posé des questions, dit-elle. Je lui ai dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Que lui avez-vous dit? Que nous sommes ici parce que nous voulons l'être. Que l'oncle Edgar se met en colère parfois. Que nous ne voulons pas y retourner. Elle fit une pause, il a tout noté. Puis il a dit, l'oncle Edgar a déposé une demande d'audience formelle pour la garde. Le juge Whitaker viendra de Cheyenne dans 6 semaines pour décider. 6 semaines, 28 février. La voix d'Eliza ne vacilla pas. Le Marshal a dit, vous devez établir un statut légal d'ici là ou le juge nous rendra à Edgar. Jesse s'assit en face d'elle, posa la boîte sur la table. Eliza la fixa. Vous l'avez trouvé. Je l'ai trouvé. Et Eliza, c'est pire que ce que votre père a écrit. La mine, les mots. Edgar n'est pas juste un tuteur qui vous a frappé. Il fait partie de quelque chose de plus grand. Le frère du Marshal dirigeait de la mine. Le juge qui décidera de votre garde est le partenaire commercial d'Edgar. Ils sont tous liés. Eliza ne tressaillit pas, ne pleura pas, hocha juste la tête comme si elle recevait une information qu'elle avait toujours attendue. Papa a dit que ça allait haut, a dit que la loi était achetée. C'est pourquoi il a fui au lieu de le signaler. Elle regarda la boîte. Y en a-t-il assez pour les arrêter? Assez pour prouver ce qui s'est passé à la mine? Assez pour prouver qu'Edgar a tué votre père? Mais rien de tout cela n'importe si le juge qui l'entend est le même homme qui profite de la mine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On contourne le juge. On passe au-dessus de lui. On porte ça devant des gens qui ne peuvent pas être achetés. Qui? Jesse pensa au père O'Brien, au registre de l'Église, à la seule institution dans le territoire qu'Edgar ne pouvait pas posséder. J'ai besoin d'y réfléchir, mais d'abord j'ai besoin de vous demander quelque chose. Et j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Eliza croisa son regard. Demandez. La lettre de votre père disait qu'Hannah a arrêté de parler à cause de ce qu'Edgar a fait. Qu'a fait Edgar exactement? La mâchoire d'Eliza se bloqua. Elle regarda Hannah. L'enfant de 6 ans dessinait, perdu dedans, n'écoutant pas, ou peut-être écoutant tout, mais incapable de répondre. Il l'a enfermé dans la cave à légumes, dit Eliza. 3 jours. Pas de nourriture, pas de lumière. Elle hurlait le premier jour, pleurait le deuxième. Au 3e jour, elle était silencieuse. Otchwell n'a pas parlé depuis. Jesse sentit la rage venir, familière, volcanique, l'héritage de son père, la colère qui vivait dans son sang, et attendait exactement ces moments pour lui rappeler de quoi il était fait.
Il ferma les yeux, respira une fois, deux, trois. Quand il les ouvrit, Eliza l'observait, l'étudiant comme elle étudiait tout, cherchant le danger. « Vous êtes en colère, dit-elle. »« Oui. Allez-vous frapper quelque chose? »« Non. » Papa avait l'habitude de se mettre en colère comme ça. Ou son visage changeait, mais il ne nous a jamais frappés. Pas une seule fois. Le fit d'une pause. Est-ce que ce que votre père faisait, frapper les gens quand ils se mettaient en colère? Jessie regarda cette fille de 9 ans qui voyait tout et comprenait plus que la plupart des adultes. Oui, c'est ce qu'il faisait. Et vous avez peur de devenir lui? Chaque jour de ma vie. Eliza hocha la tête comme si la réponse la satisfaisait. Comme si c'était la bonne réponse, l'honnête. Papa disait la même chose. Il disait, « Votre grand-père était un homme cruel et nous avons passé nos vies entières à essayer de ne pas être lui. » Elle tendit la main à travers la table, posa sa petite main sur la boîte. « Papa a gagné. Il n'a jamais frappé personne. Il n'est jamais devenu votre père. » Elle regarda Jessie. « Vous pouvez gagner aussi. » Jessie fixa cet enfant. Cet enfant impossiblement courageuse, impossiblement sage, impossiblement abîmé qui avait marché à travers un blizzard avec 2 sœurs et une lettre d'homme mort et avait encore assez de force en elle pour réconforter un homme adulte à propos de ses propres démons. « Quel âge avez-vous? » demanda-t-il. « 9 ans. Vous parlez comme si vous en aviez 90. C'est ce qui arrive quand on grandit vite, Monsieur Hollowell. On saute les parties du milieu. » Les 2 semaines suivantes passèrent vite. Jessie envoya un mot à un avocat à Cheyenne. Un jeune homme nommé David Hart, tout juste sorti de l'école de droit, affamé d'une affaire qui comptait. Hart arriva un mardi, lut les documents du puits et faillit tomber de sa chaise. « C'est assez pour faire tomber la mine, le juge et le marshal, » dit Hart. « C'est de la dynamite. Pouvez-vous l'utiliser dans une audience de garde? » Hart secoua la tête. « Pas directement. Une audience de garde concerne le bien-être des enfants, pas des accusations criminelles. Mais si nous pouvons exposer le conflit d'intérêts du juge, le faire retirer de l'affaire, obtenir un juge équitable à sa place, alors oui, Edgar perd tout. Comment fait-on retirer le juge? Nous avons besoin de quelqu'un avec de l'autorité pour le défier. Un marshal fédéral, le bureau d'un gouverneur territorial, quelqu'un qu'Edgar ne peut pas toucher. » Jessie y réfléchit, pensa à qui il connaissait, qui lui devait quelque chose. Qui avait assez de pouvoir pour combattre un système corrompu et assez de cran pour le faire vraiment. « Clara Whitfield, dit-il. » Hart parut confus. « Qui? » « Clara June Whitfield, infirmière de la ville, sage-femme, veuve. Elle a mis au monde la moitié des bébés de ce territoire. Elle a soigné les femmes de mineurs pendant des années. Elle sait ce qui s'est passé à cette mine parce qu'elle a vu les conséquences. Les veuves, les enfants laissés pour compte. Une infirmière n'est pas exactement une autorité fédérale. Non, mais le défunt mari de Clara Whitfield était le sénateur territorial Thomas Whitfield. Elle a encore des relations au bureau du gouverneur et elle me doit une faveur. » Hart haussa un sourcil. « Ça doit être une sacrée faveur. J'ai sauvé la vie de son fils lors d'un convoyage de bétail en 83. Je l'ai sorti de sous une charge de bétail. Elle m'a dit que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, elle remuerait ciel et terre. Je pense que nous avons besoin des deux, dit Hart. Jessie chevaucha jusqu'à la maison de Clara le lendemain matin. Elle vivait à la limite de la ville. Petite maison, jardin propre même en hiver. Le genre de femme qui faisait pousser les choses, que le sol veuille le coopérer ou non. Elle ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. 42 ans, cheveux noirs striés de gris, des yeux qui ne rataient rien et pardonnaient encore moins. Jessie Hollowell. Je me demandais quand vous vous montreriez. Toute la ville parle de vous et de ses filles. Puis-je entrer? Vous feriez mieux. J'ai du café et des questions et je ne suis pas sûr de ce qui est le plus fort. Ils s'assirent à sa table de cuisine. Jessie lui raconta tout. Elle écouta sans interrompre. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva, marcha vers un placard, sortit d'une boîte en bois, la posa sur la table. « Je collectionne ça depuis 8 ans, dit-elle. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des douzaines, écrites par des mineurs, des femmes, par des veuves, par des femmes qui avaient perdu des maris à la mine Whitefish et avaient été payées des centimes pour se taire. « Chaque femme qui est venue me voir après la mort de son mari à cette mine, dit Clara.
Je leur ai demandé d'écrire ce qui s'était passé, ce qu'on leur avait dit, ce qu'on leur avait payé, à quel point elles avaient été menacées. Elle fit une pause. 12 femmes, 12 maris morts, 12 histoires que personne ne voulait entendre. Jessie fixa les lettres. Pourquoi avez-vous gardé ça? Parce que quelqu'un devait le faire. Parce que ces femmes méritaient un témoin, même si personne n'écoutait. Elle regarda Jessie, et parce que je savais qu'un jour quelqu'un viendrait qui serait assez têtu pour se battre. Elle se rassit. De quoi avez-vous besoin de ma part? J'ai besoin que vous contactiez le bureau du gouverneur. Faites retirer le juge Whitaker de l'audience de garde. Faites assigner un juge équitable. Clara hocha la tête. Je peux faire ça. Thomas avait des amis au manoir du gouverneur. De bons hommes, des hommes honnêtes. Mais Jessie, elle se pencha en avant. Cela prendra du temps, et Edgar n'attendra pas tranquillement. Au moment où il découvrira que quelqu'un défie son juge, il bougera vite. Il viendra pour ses filles. Qu'il vienne. Clara secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de la ville derrière vous. Pas juste moi, pas juste le père O'Brien. Vous avez besoin de gens qui se lèveront au tribunal et diront que ces enfants doivent être avec vous. Vous avez besoin de témoins de l'abus. Vous avez besoin du médecin pour témoigner des bleus. Nous n'avons pas de médecin. Nous vous avons vous, alors je témoignerai. La voix de Clara devint dure. Je témoignerai de chaque bleu sur le corps de ses enfants, des brûlures de cigares sur le bras d'Eliza, ou de la malnutrition, du silence de Hannah. Elle fit une pause. Et je témoignerai de ce que j'ai vu quand Edgar m'a amené Birdie en septembre dernier avec un poignet cassé et m'a dit qu'elle était tombée d'un porche. Jessie s'immobilisa. Un poignet cassé. Elle avait 2 ans, Jessie. Les enfants de 2 ans ne se cassent pas les poignets en tombant des porches. Pas de la façon dont ce poignet était cassé. Il était tordu. Tordu. Le genre de fracture qui arrive quand quelqu'un attrape le bras d'un enfant et tire. Vous saviez et vous ne l'avez pas signalé. Le visage de Clara s'effondra juste un instant. Juste assez longtemps pour montrer la culpabilité en dessous. Je l'ai dit au marshal, j'ai déposé un rapport. Dunning l'a enterré, m'a dit que je réagissais trop, m'a dit qu'Edgar était un homme respecté et que je devrais me mêler de mes affaires. Elle essuya ses yeux. Je vis avec ça chaque jour depuis, me demandant si j'aurais dû faire plus, me demandant si ces enfants souffraient parce que je n'étais pas assez courageuse pour pousser plus fort. Vous poussez maintenant, oui, je le fais, et je ne m'arrêterai pas tant que ces filles ne seront pas en sécurité. Jessie retourna au ranch en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de l'espoir exactement. Quelque chose de plus dur que l'espoir. De la détermination. Et le genre qui venait du fait de savoir que vous étiez surpassé en armes et en nombre, et de choisir de vous battre quand même. Il trouva Eliza dans l'écurie. Elle brossait la jument, le même cheval que Jessie avait monté à travers le blizzard la nuit où il les avait trouvés. Eliza s'était attachée à l'animal immédiatement, passait 1 heure chaque jour avec elle. « Vous aimez les chevaux », dit Jessie. Papa avait un cheval, une jument baie nommée Penny. Edgar l'a vendue après la mort de papa. La voix d'Eliza était plate. Je l'ai regardée l'emmener. Birdie a pleuré pendant 3 jours. Jessie s'appuya contre la porte du box. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, une femme nommée Clara Whitfield. Elle va nous aider. Comment? Elle a des relations au bureau du gouverneur. Elle va essayer de faire retirer le juge, obtenir une audience équitable. Eliza arrêta de brosser, regarda Jessie. Et si elle ne peut pas, si le juge reste, alors nous nous battrons quand même avec tout ce que nous avons. Eliza resta silencieuse un moment. Monsieur Hollowell, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Jessie attendit. Papa n'a pas seulement caché des documents dans ce puits. Il a caché autre chose. Quelque chose qu'il m'a dit la nuit avant de mourir. Quoi? Eliza posa la brosse. Ses mains tremblaient. Papa a dit que lorsqu'il travaillait à la mine, il y avait un autre homme qui a vu le meurtre. Un autre témoin. Un homme qui a fui tout comme papa l'a fait. A changé de nom, a disparu. Elle fit une pause. Papa a dit que si jamais nous avions besoin d'aide, si les documents ne suffisaient pas, cet homme pourrait témoigner, pourrait se tenir dans un tribunal et dire ce qu'il a vu de ses propres yeux. Qui est-il? Eliza regarda Jessie. Son nom était Daniel. Daniel Harrove, mais ce n'est pas son vrai nom. Eliza déglutit. Papa a dit que son vrai nom était Nathan Hollowell.
Jessie ne bougea pas, ne respira pas. L'écurie devint silencieuse. Même les chevaux arrêtèrent de bouger. Et Nathan Hollowell, le nom de son père, dont il aime, même. Le nom de son grand-père, un nom de famille transmis à travers les générations comme une cicatrice. Je ne connais personne nommé Nathan Hollowell, dit Jessie. Sa voix venait de quelque part très loin. Papa a dit que vous diriez ça. Il a dit que vous ne le connaîtriez pas parce qu'il se cache depuis 9 ans, vivant sous un nom différent en Colombie-Britannique. Mais papa a dit que Nathan était de la famille. Eliza fit une pause. Papa a dit que Nathan était votre cousin, le fils de votre oncle, celui que tout le monde croyait mort à la guerre. Jessie agrippa la porte du box, ses jointures blanches. Le garçon de Matthew, le fils de l'oncle Matthew, Nathan, le cousin avec qui Jessie avait grandi, le cousin qui était parti se battre en 63 et n'était jamais revenu. La famille, elle avait pleuré, avait mis une pierre, dit des prières, et il était vivant, se cachant, fuyant les mêmes hommes qui avaient tué Samuel. Où? Moi, en Colombie-Britannique, une ville appelée Whitefish, près de la frontière. Papa lui a écrit, lui a tout dit, a dit, « Si Samuel meurt un jour, Nathan devrait venir te voir. » La voix d'Eliza baissa. Papa a dit, « Nathan attend que quelqu'un riposte. Il avait juste besoin de savoir que c'était sûr. » Jessie ferma les yeux, sentit le poids de tout cela s'installer. Son frère assassiné, son cousin vivant, une mine pleine d'hommes morts, un juge corrompu, un banquier qui battait des enfants, voire les 3 petites filles se tenant au milieu de tout cela. Il ouvrit les yeux, regarda Eliza. « Y a-t-il autre chose que votre père vous a dit et que vous n'avez pas dit? » Eliza croisa son regard. « Une dernière chose. Dites-moi. Papa a dit qu'Edgar ne l'a pas seulement tué pour les documents de la mine. Il a dit qu'Edgar l'a tué parce que papa a découvert autre chose. Quelque chose sur l'argent d'Edgar. La banque. » Elle fit une pause. Papa a dit qu'Edgar vole les héritages des orphelins depuis des années. Chaque enfant qui a perdu ses parents dans ce territoire, Edgar a pris leur héritage, l'a utilisé pour financer la mine, l'a utilisé pour payer le juge, l'a utilisé pour construire tout son empire. Jessie se sentit malade, physiquement malade. Un homme qui volait des orphelins, qui battait des enfants, qui tuait un père, et la loi le protégeait parce que la loi en faisait partie. Combien? Papa a dit, des milliers, peut-être des dizaines de milliers volés à des familles qui n'avaient plus rien. Le menton d'Eliza trembla. Papa a dit, certaines de ces familles sont mortes de faim, des enfants envoyés dans des maisons de travail parce que l'argent que leurs parents leur avaient laissé avait disparu. Et Edgar s'asseyait dans sa banque et souriait. Jessie attira Eliza contre lui. Elle ne résista pas. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se laissa tenir, se laissa être petite. Laissa tomber l'armure assez longtemps pour ressentir le chagrin qu'elle portait depuis 6 mois. Mais elle ne pleura pas. Pas encore. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, elle restait juste là, le visage pressé contre la poitrine de Jessie, tremblante. « Je suis fatiguée, Monsieur Hollowell. Je sais. Je suis fatiguée d'être courageuse. Alors arrêtez juste pour 1 minute. Je vous tiens. » Elle trembla un moment. Puis le tremblement s'arrêta. Elle se recula, essuya son visage avec sa manche. Le regarda avec ses yeux vieux et ce jeune visage. « Vous allez écrire à Nathan, dit-elle, ce soir. Et vous allez demander à Clara de faire retirer le juge. J'y travaille déjà. Et vous allez prendre ces documents et brûler la vie d'Edgar Prescott jusqu'au sol, chaque dernier morceau. » Eliza hocha la tête. Bien. Elle ramassa la brosse, retourna au cheval, ses mains stables maintenant, son dos droit. « Monsieur Hollowell. » Ouais. Eliza ne se retourna pas, continua juste de brosser, eut de sa voix calme mais claire. « Papa avait raison à votre sujet. Vous êtes un homme bon. » Jessie se tenait dans l'encadrement de la porte de l'écurie. La lumière du soir s'estompait. À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre Lola chanter quelque chose en espagnol. Pouvait entendre Birdie rire. Première fois qu'il entendait cet enfant rire. Petit et brillant et surpris, comme si elle s'était surprise elle-même en se rappelant comment faire. Et quelque part dans la maison, Hannah dessinait. Et dessinait un monde dont elle ne pouvait pas parler. Un monde qui l'avait blessé d'une manière dont aucun enfant ne devrait être blessé, mais dessinant aussi une maison avec de la fumée sortant de la cheminée et 4 silhouettes à la fenêtre et 2 mots en bas
qui signifiait plus que n'importe quel document légal ou témoignage au tribunal ou preuve cachée. Notre maison. Jesse se détourna de l'écurie, marcha vers le rire, vers la chaleur, ou vers le combat qui arrivait et la famille qui était déjà là. Il avait 6 semaines, une boîte pleine de preuves d'un homme mort, une infirmière avec des relations, un prêtre avec du courage, un avocat avec de la faim, et 3 petites filles qui avaient marché à travers un blizzard parce que leur père croyait que Jesse valait la peine de marcher jusqu'à lui. Il allait prouver que Samuel avait raison. 3 semaines passèrent, 3 semaines d'attente. Oui, j'ai 3 semaines à construire quelque chose qui ressemblait à une vie tout en sachant que cela pourrait être déchiré dans un tribunal le 28 février. Birdie alla mieux. Sa fièvre tomba le 5e jour. Au 10e jour, elle marchait. Au 15e jour, elle courait à travers la maison avec une énergie qui épuisait tout le monde sauf Lola, et qui avait élevé assez d'enfants pour savoir qu'un tout petit se remettant d'une pneumonie allait soit dormir, soit détruire tout ce qui était à sa portée. Elle suivait Jesse partout, dans la grange, dans la cour, dans son bureau où elle s'asseyait sur ses genoux pendant qu'il travaillait sur les comptes et attrapait son stylo et laissait des marques d'encre sur le grand livre pour lequel Eliza la gronderait plus tard. Elle l'appelait papa à chaque fois. Jesse avait arrêté de la corriger, avait arrêté de tressaillir quand elle le disait, avait commencé à y répondre sans réfléchir, de la façon dont on répond à son propre nom, parce que c'est le sien, qu'on l'ait choisi ou non. Hannah ne parlait toujours pas, mais elle dessinait chaque jour des piles d'images que Lola collectait et gardait dans une boîte dans la cuisine. Certaines étaient nombreuses sur l'homme avec la ceinture, la cave sans lumière, une petite fille seule dans le noir avec ses mains sur ses oreilles. Mais de plus en plus, les images changeaient. Des chevaux, la cuisine, Lola faisant du pain, Birdie riant, et toujours la maison avec 4 silhouettes à la fenêtre. Eliza travaillait au ranch comme si elle était née pour ça. Elle pouvait attraper un poteau de clôture au lasso à 6 mètres, pouvait sceller un cheval sans aide, pouvait lire le ciel pour la météo comme certains enfants lisaient des livres. Elle était féroce et capable, et dormait toujours avec un couteau sous son oreiller chaque nuit. Jesse ne le lui prit pas, comprit pourquoi elle en avait besoin, comprit que la sécurité n'était pas quelque chose en quoi on croyait, parce que quelqu'un vous le disait. C'était quelque chose qu'on gagnait, une nuit à la fois. La lettre à Nathan Hollowell partit la 2e semaine. Le père O'Brien l'envoya par télégramme à Whitefish, Colombie-Britannique. Court, prudent, le genre de message qui disait tout en ne disant presque rien. Famille dans le Wyoming a besoin de ton aide. Samuel nous a envoyés. Viens si tu peux, Jesse. Aucune réponse ne vint. Pas la première semaine, pas la 2e. Jesse se dit que cela n'avait pas d'importance. Se dit que le dossier était assez fort sans un témoin du Canada. Se dit qu'il n'était pas déçu. Il mentait. Clara Whitfield travailla vite. 2 lettres au bureau du gouverneur, une visite personnelle à la capitale territoriale. Elle est revint un jeudi, poussiéreuse et fatiguée, et souriant pour la première fois depuis que Jesse la connaissait. Le juge Whitaker a été retiré de l'affaire, dit-elle. Ils s'assirent dans la cuisine de Jesse. Lola versa du café. Eliza se tenait dans l'encadrement de la porte, écoutant. Elle écoute tout, avait appris Jesse. Ne rate rien. Le bureau du gouverneur examinait le conflit d'intérêts. Whitaker possède une part dans la même mine qui est liée à Edgar Prescott. Ils ne peuvent pas le laisser statuer sur l'affaire de garde impliquant les pupilles d'Edgar. Un nouveau juge a été assigné. Clara fit une pause. Margaret Harlow, de Helena. Une femme? Demanda Jesse. Une femme? Première femme juge dans le territoire nommée il y a 6 mois. Elle a une réputation d'équité et une haine absolue pour la corruption. Clara sourit. Edgar Prescott n'a aucune idée de ce qui arrive. Jesse sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Un nœud qu'il portait depuis des semaines. Et Edgar, le sait-il? Il le découvrira quand il entrera dans ce tribunal. Et d'ici là, il sera trop tard pour acheter sa sortie. Eliza parla depuis l'encadrement de la porte. Il essaiera autre chose. Il le fait toujours. Clara regarda la fille. Tu as raison. Il le fera. C'est pourquoi nous devons être prêtes à tout. Cette nuit-là, Jesse ne put dormir, allongé dans son lit, fixant le plafond. 3 jours avant l'audience. 3 jours avant qu'un juge qu'il n'avait jamais rencontré ne décide si 3 filles qu'il connaissait depuis 6 semaines resteraient ou seraient renvoyées à un homme qui les brûlait avec des cigares
et les enfermait dans des cuves. Un coup à sa porte. Eliza se tenait dans l'encadrement de la porte en chemise de nuit, pieds nus, paraissant plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis la nuit de son arrivée. « Vous ne pouvez pas dormir non plus, dit-elle. « Non, mademoiselle. » Elle entra, s'assit sur le bord de son lit, remonta ses genoux, enroula ses bras autour. « Monsieur Hollowell, si nous perdons, si le juge dit que nous devons retourner, nous n'allons pas perdre. Mais si nous perdons, la voix d'Eliza était stable. J'ai besoin que vous sachiez que je fuirai encore. Je prendrai Hannah et Birdie et je fuirai. Je ne le laisserai plus leur faire de mal. Je préférerais mourir dans un blizzard plutôt que de retourner dans cette maison. » Jessie s'assit, la regarda. Cet enfant qui portait le poids de 2 vies sur ses épaules depuis 6 mois, qui n'avait pas dormi une nuit complète depuis juin, qui avait 9 ans et faisait déjà des plans sur ce qu'elle ferait si chaque adulte de sa vie la laissait tomber à nouveau. « Écoutez-moi, Eliza. Je ne vais pas laisser cela arriver. Mais si d'une manière ou d'une autre cela arrive, si d'une manière ou d'une autre le monde entier tourne mal et que la loi nous laisse tomber, alors je vous mettrai, vous et vos sœurs, haut sur un cheval et nous chevaucherons ensemble. Je ne vous envoie pas seul dans le froid à nouveau. Vous m'entendez? » Eliza le fixa. Son menton trembla. « Vous le pensez vraiment? »« Je le pense, même si cela signifie enfreindre la loi, même s'ils viennent après vous, même alors. » Elle resta silencieuse un long moment, puis elle s'appuya contre son épaule, petite, chaude, confiante d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis la première nuit. « Papa vous aurait aimé, chuchota-t-elle. Oui, je l'aurais aimé aussi. J'aurais dû le lui dire quand j'en avais l'occasion. » Ils restèrent assis en silence. La maison craquait autour d'eux, le vent contre les fenêtres, le feu mourant dans l'autre pièce. « Vous devriez dormir, dit Jessie. Vous aussi. Je dormirai quand ce sera fini. » Eliza sourit, petit, triste. « Vous parlez comme moi. » Elle retourna dans sa chambre. Jessie entendit la porte se fermer, entendit les ressorts du lit bouger, n'entendit rien d'autre. Il espéra qu'elle dormait. Espéra que le couteau était toujours sous l'oreiller, mais que sa main n'était pas dessus. Le matin de l'audience arriva, froid et brillant. 28 février, le genre de jour qui faisait mal à respirer, mais était si clair qu'on pouvait voir à 80 km dans chaque direction. Jessie s'habilla avec ses meilleurs vêtements, chemise propre, bonnes bottes, le manteau que Catherine lui avait donné le Noël avant de mourir. Il ne l'avait pas porté depuis 4 ans. Il sentait encore le cèdre du coffre où Lola le gardait. Les filles étaient prêtes. Lola avait cousu de nouvelles robes. Celle d'Eliza était bleue. Celle d'Hannah était jaune. Celle de Birdie était blanche avec de petites fleurs que Lola avait brodées à la main, travaillant tard chaque soir pendant 2 semaines. Elle ressemblait à des enfants, pas à des réfugiés, pas à des fugueuses. Des enfants dont on prenait soin, aimés, entières. Eliza vint voir Jessie dans la cuisine. Ouais, ses cheveux étaient tressés, son dos était droit. Elle ressemblait à un soldat allant à la guerre. « Prête? » demanda Jessie. « Non, mais allons-y quand même. » Ils chevauchèrent en ville, tous ensemble. Jessie et Eliza à cheval, Lola dans le chariot avec Hannah et Birdie. Le matin était calme, pas de vent, pas de son sauf les sabots sur le sol gelé. Le tribunal était déjà plein quand ils arrivèrent. 60 personnes entassées dans une salle construite pour 30. Debout seulement. Toute la ville venue regarder. Jessie vit des visages qu'il connaissait. Miguel, son chef de ranch, se tenant au fond avec son chapeau dans les mains. Rosa Chen du magasin général qui avait apporté le tissu pour les robes des filles et refusé le paiement. Jenkins le forgeron qui avait réparé le loquet du portail de Jessie la semaine précédente et lui avait dit calmement d'homme à homme qu'il faisait la bonne chose. Et de l'autre côté, Edgar Prescott, assis à la table du plaignant, seul, bien habillé, rasé de près, le visage d'un homme qui n'avait jamais rien fait de mal. Il regarda Jessie quand ils entrèrent, sourit. Le même sourire qu'il utilisait quand il approuvait votre prêt. Le même sourire qu'il utilisait quand il saisissait votre maison. À côté de lui, le Marshal Wade Dunning était assis au premier rang, badge poli, visage vide. La loi achetée et payée. Jessie prit son siège, Hart à côté de lui, Eliza derrière lui avec Lola et les filles. Il pouvait sentir les yeux d'Eliza sur sa nuque, pouvait sentir sa peur, pouvait la sentir essayer d'être courageuse. « Levez-vous. »
Ils se levèrent, la porte derrière le banc s'ouvrit. Le juge Margaret Harlow entra. 55 ans, cheveux gris tirés en arrière, visage qui ne révélait rien. Elle s'assit, regarda la salle d'audience, l'absorba d'un seul coup d'œil. Le sourire d'Edgar vacilla. Jesse le vit. Juste une lueur, juste une demi-seconde de confusion. Il avait attendu Whittaker, avait planifié pour Whittaker, avait acheté Whittaker. Il n'avait pas planifié pour ça. Asseyez-vous, dit Harlow. Sa voix portait sans effort. Nous sommes ici pour l'affaire de la garde et de la tutelle de 3 enfants mineurs, Eliza May Colton, Hannah Grace Colton et Bertie Colton. Elle regarda Edgar. Monsieur Prescott, vous êtes le plaignant. Vous pouvez commencer. Edgar se leva, lisse, composé, le sourire remis en place. Votre honneur, je suis le tuteur légal de ces 3 enfants, y nommé par le testament de leur défunt père. Elles manquent à ma garde depuis 6 semaines. J'ai des raisons de croire qu'elles sont détenues illégalement par M. Jesse Hollowell. Détenues. Harlow répéta le mot platement. Vous suggérez qu'il les retient contre leur volonté. Je suggère, votre honneur, qu'un homme célibataire sans femme, sans parente et sans droit légal a pris la garde de 3 jeunes filles sans autorité ni surveillance. La voix d'Edgar était lisse, exercée, raisonnable. Oh, quelles est-ce que soignent ses intentions? L'arrangement est inapproprié. Hart se leva. Votre honneur, M. Hollowell ne retient pas ses enfants. Elles sont venues à lui dans un blizzard, à moitié mortes, fuyant les abus aux mains de M. Prescott. Objection. La voix d'Edgar s'aiguisa. C'est une accusation grave sans preuve. Harlow regarda Hart. Avez-vous des preuves, conseiller? Nous en avons, votre honneur. Hart ouvrit sa sacoche. Témoignage médical. Déclaration de témoins et documentation des blessures subies par les 3 enfants alors qu'elles étaient sous la garde de M. Prescott. Hart appela Clara Whitfield en premier. Clara marcha jusqu'à la barre, s'assit, regarda Edgar avec des yeux stables. Madame Whitfield, vous avez examiné les enfants. Je l'ai fait 3 fois depuis leur arrivée au ranch de M. Hollowell. La voix de Clara était claire, clinique. La voix d'une femme qui avait mis au monde des bébés et remis des os en place et dit à des mères que leurs enfants ne survivraient pas à la nuit. Eliza Colton a des ecchymoses compatibles avec des coups de ceinture sur le dos et le haut des bras. Elle a 3 cicatrices de brûlures circulaires sur son avant-bras gauche, des brûlures de cigares, délibérées. Hannah Colton a des marques de ceinture similaires, plus anciennes, superposées, indiquant des abus répétés sur des mois. Et Bertie Colton. Clara fit une pause. Bertie Colton a des preuves d'un poignet gauche précédemment cassé, mal guéri, compatible avec le fait que le poignet ait été attrapé et tordu par une main adulte. La salle d'audience murmura. Le marteau de Harlow tomba une fois. Vous avez examiné le poignet de Bertie précédemment, Madame Whitfield. En septembre dernier, M. Prescott me l'a amené. A dit qu'elle était tombée du porche. J'ai déposé un rapport au bureau du marshal. Clara regarda Dunning. Le rapport n'a jamais été suivi d'effet. Le visage de Dunning devint rouge. Il bougea sur son siège, ne dit rien. Edgar se leva. Votre honneur, les enfants se tombent, ils se font des bleus. Madame Whitfield n'est pas médecin. C'est une sage-femme avec une imagination débordante. Harlow le regarda. Asseyez-vous, Monsieur Prescott. Vous aurez votre tour. Hart appela Eliza ensuite. La fille marcha jusqu'à la barre, petite dans la chaise des témoins, les pieds ne touchant pas le sol, mais son dos était droit et ses yeux étaient clairs. Eliza, dit Hart doucement, peux-tu raconter à la cour ton temps passé chez M. Prescott? Eliza regarda Edgar. Il lui sourit, le genre de sourire qui était un avertissement. Elle détourna le regard de lui, regarda Jesse. Jesse hocha la tête. L'oncle Edgar nous frappait, dit Eliza. Sa voix ne trembla pas. Avec sa ceinture, surtout. Parfois sa main, il m'a brûlé avec son cigare 3 fois. Il a enfermé Anna dans la cave à légumes pendant 3 jours parce qu'elle avait renversé du lait sur son bureau. Quand elle est sortie, elle ne parlait plus. Elle n'a pas parlé depuis. La salle d'audience était silencieuse. Harlow écrivait, son visage illisible. Eliza continua. Il ne nous nourrissait pas certains jours, disait que nous devions mériter nos repas. Bertie avait toujours faim. Elle pleurait beaucoup et ça le mettait plus en colère. Une nuit, il a attrapé son bras et l'a tordu. J'ai entendu l'os craquer. Elle fit une pause.
C'est la nuit où j'ai décidé que nous devions partir. Edgar se leva à nouveau. Votre honneur, cet enfant a été coaché, clairement coaché par M. Hollowell pour soutenir sa revendication illégale. Les yeux de Harlow devinrent froids. Monsieur Prescott, si vous interrompez le témoignage une fois de plus, je vous tiendrai pour outrage. Asseyez-vous. Edgar s'assit. Son sourire avait disparu. Eliza n'avait pas fini. Mon père m'a dit avant de mourir de trouver M. Hollowell. A dit qu'il était de la famille. A dit qu'il était la seule personne au monde qui pouvait nous garder en sécurité. Elle plongea la main dans sa poche, sortit la lettre de Samuel. Papa a écrit ça. Ça explique tout. Qui Edgar est-ce vraiment? Ce qu'il a fait? Pourquoi nous avons dû fuir? Hart prit la lettre, la tendit au juge. Harlow la lut lentement, son visage changeant à mesure qu'elle lisait, passant de neutre à concentré à quelque chose de plus dur. Elle posa la lettre, regarda Edgar. Monsieur Prescott, cette lettre porte des allégations graves, y compris que vous étiez directement impliqué dans la mort du père de ses enfants. Mensonge, dit Edgar, les divagations d'un homme paranoïaque qui est mort dans un accident de chariot. Hart se leva. Votre honneur, nous avons des preuves supplémentaires. Il sortit le journal du puits et les documents récupérés dans une cachette laissée par Samuel Colton avant sa mort. Ces documents détaillent les opérations de la mine Whitefish en Colombie-Britannique, y compris 12 marches classées comme accident et l'implication de M. Prescott, du frère du Marshal Wade Dunning, Jacob Dunning, et de l'ancien juge-président Arthur Whitaker en tant que copropriétaire de la mine. La salle d'audience explosa. Des voix criant, Dunning sur ses pieds, le visage d'Edgar devenant blanc. Le marteau de Harlow tomba fort. 3 fois. Ordre. J'aurai de l'ordre ou je viderai cette salle d'audience. Le silence tomba. Lourd. Chargé. Harlow regarda les documents, prit son temps, lut chaque page. La salle d'audience attendit 5 minutes, 10. Personne ne bougea. Finalement, elle leva les yeux. Marshal Dunning approchait du banc. Dunning s'avança, raide, sa main près de son étui. Ces documents indiquent que votre frère était le contremaître d'une mine liée à M. Prescott. Or, une mine où 12 hommes sont morts dans des circonstances suspectes. Jacob Dunning est-il votre frère? La mâchoire de Dunning travailla. Je refuse de répondre, votre honneur. Ce n'est pas un procès criminel, Marshal. Je vous pose une question directe. Jacob Dunning est-il votre frère? Oui, madame, il l'est. Et avez-vous enterré un rapport déposé par madame Whitfield concernant des blessures à l'enfant Bertie Colton? Dunning regarda Edgar. Edgar regarda la table. J'ai peut-être perdu les papiers, dit Dunning. Harlow le fixa. Retirez votre badge, Marshal. Vous êtes suspendu en attendant l'enquête. Elle se tourna vers l'huissier. Détenez M. Dunning. Il ne doit pas quitter ce bâtiment. 2 hommes s'avancèrent. Dunning ne se battit pas. Resta juste là alors qu'il prenait son badge, son arme, son autorité, tout ce qui l'avait rendu intouchable. Edgar se leva lentement, le calme se fissurant, des fissures se propageant sur ce visage respectable, comme de la glace se brisant sur un étang au printemps. Votre honneur, je voudrais m'adresser à la cour. Vous pouvez. Edgar regarda autour de la salle d'audience les visages qu'il observait, la ville qu'il avait possédée pendant une décennie, les gens qui lui avaient confié leur argent et leurs enfants et leur avenir. Puis il regarda Eliza, Hannah serrant ses dessins, Bertie assise sur les genoux de Lola, Jessie. « Je ne vais pas rester ici et tout nier, » dit Edgar. Sa voix était différente maintenant, plus calme, le charme dépouillé. En dessous, c'était quelque chose de fatigué et laid et réel. J'ai frappé ces enfants. J'ai brûlé cette fille. J'ai enfermé la petite dans le noir. J'ai fait tout ça. La salle d'audience devint mortellement silencieuse. Je l'ai fait parce que je suis un lâche, parce que Samuel Colton a découvert ce que j'étais et je ne pouvais pas le laisser m'exposer. Parce qu'après sa mort, j'avais ses enfants et elles en savaient trop et je ne savais pas quoi faire d'elles à part leur faire peur. Les mains d'Edgar tremblaient. J'ai volé des héritages d'orphelins, 6 familles, 4 000 $. Je l'ai utilisé pour financer la mine, pour payer Whitaker, pour faire tourner la machine. Il regarda Jessie. Votre frère était un meilleur homme que je ne le serai jamais. Il est mort parce qu'il a eu le courage de faire ce que je n'ai jamais pu. Dire la vérité. Edgar se tourna vers le juge. Je retire ma demande de garde. Je me rends à l'autorité de cette cour
et je demande que ces enfants soient placés sous la garde de Jesse Hollowell, pas parce que la loi le dit, mais parce que c'est la première chose juste que j'ai faite en 20 ans. Il s'assit. La salle d'audience était silencieuse. Quelqu'un au fond pleurait. Rose se tient, sa main sur sa bouche. Harlow resta silencieuse un long moment, écrivant, réfléchissant. Toute la salle suspendue à son silence. Puis elle regarda Jesse. Monsieur Hollowell, levez-vous. Jesse se leva. Ces enfants sont venus à vous dans un blizzard. Vous les avez accueillis, vous les avez nourris, vous les avez protégés. Vous avez mis votre réputation, votre sécurité et votre gagne-pain en danger pour 3 filles qui ne sont pas les vôtres par le sang. Elle fit une pause. Pourquoi? Jesse regarda Eliza, Anna, Birdie, qui tendaient les bras vers lui depuis les genoux de Lola. Le mot papa se formant sur ses lèvres. Parce que quelqu'un devait le faire, dit-il, et parce que mon frère me l'a demandé, et parce que sa voix se brisa, parce que j'ai perdu une fille il y a 4 ans, et j'ai juré que je n'aimerais plus jamais un autre enfant. Et puis 3 d'entre elles se sont présentées à mon portail, à moitié mortes, et m'ont prouvé que j'avais tort. Harlow l'étudia. Puis elle hocha la tête. Dans l'affaire d'Eliza May Colton, Hannah Grace Colton et Birdie Colton, j'accorde la garde complète à Jesse Wade Hollowell. Avec effet immédiat, elle abattit le marteau. De plus, j'ordonne une enquête criminelle complète sur Edgar Prescott, la mine Whitefish et toutes les parties associées. Le marteau tomba une dernière fois. La salle d'audience explosa. Jesse se tourna. Eliza courait vers lui. Elle le percuta de plein fouet, bras autour de sa taille, visage enfoui dans sa poitrine. Ne pleurant pas, pas encore. S'accrochant juste, Anna se tenait derrière elle. Toujours silencieuse, serrant toujours ses dessins, mais elle regardait Jessie, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle souriait. Lola amena Birdie. Le bébé tendit les bras vers Jessie. Il la prit. Elle attrapa son col à 2 mains et pressa son visage dans son cou. « Papa, dit-elle, maison. » Jessie les tenait. Toutes. Birdie dans un bras, Eliza contre sa poitrine, Hannah assez proche pour toucher. Lola se tenant derrière avec des larmes coulant sur son visage et son chapelet cliquetant doucement à sa taille. Clara Whitfield croisa son regard à travers la pièce. Elle hocha la tête une fois. C'était tout. C'était assez. Le père O'Brien priait doucement, ses lèvres bougeant, ses yeux fermés. Et au fond de la salle d'audience, emmené par l'huissier, Edgar Prescott regarda en arrière une dernière fois, les enfants qu'il avait blessés, l'homme qui les avait sauvés, la vie qu'il avait détruite et la vie qu'il ne pourrait jamais avoir. Puis la porte se ferma derrière lui et il fut parti. Jesse se tenait au milieu de la salle d'audience tenant les filles d'un homme mort, et le mot qu'il pensait ne jamais entendre à nouveau, et sentit quelque chose s'ouvrir à l'intérieur de sa poitrine. Pas du chagrin cette fois, pas de la rage, quelque chose d'autre, quelque chose dont il avait oublié l'existence. Eliza se recula, le regarda avec ses yeux bleu-gris qui voyaient tout. « On l'a fait, dit-elle. On l'a fait? C'est fini? » Jesse la regarda Hannah, Birdie, la famille qu'il avait trouvée dans un blizzard et pour laquelle il s'était battu dans un tribunal et qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de mériter. « La partie difficile est finie, dit-il. La bonne partie commence juste. » Eliza sourit. Vrai. Plein. Le premier vrai sourire qu'il voyait d'elle. Cela changea tout son visage. La fille ressemblait à ce qu'elle était, une fille de 9 ans qui avait enfin posé un poids qu'elle n'aurait jamais dû porter. « On peut rentrer à la maison maintenant? » Jesse la tira contre lui. « Ouais, on peut rentrer à la maison. » Ils sortirent du tribunal ensemble, dans le froid, dans la lumière, dans un matin de février qui ressemblait au premier jour de quelque chose de nouveau. Et pour la première fois depuis qu'il avait enterré sa fille dans le sol dur derrière la grange, Jesse Hollowell père marcha la tête haute et la poitrine ouverte et les bras pleins d'enfants qui l'appelaient papa et le pensaient vraiment. Le trajet de retour fut calme. Pas le calme lourd du chagrin ou de la peur. Un genre différent. Le genre qui venait d'après que quelque chose se soit ouvert. Et vous ne saviez pas encore quelle forme la nouvelle chose prendrait. Birdie s'endormit dans les bras de Jesse avant qu'il n'atteigne la limite de la ville. Son poing enroulé dans son col, sa respiration régulière, la fièvre partie, les bleus s'effaçant. 3 ans,
et apprenant déjà que le monde pouvait être sûr à nouveau. Hannah était assise dans le chariot avec Lola. Elle dessinait. Bien sûr, elle dessinait. Mais quand Jesse regarda en arrière, il vit ce qu'elle faisait. Pas l'homme avec la ceinture, pas la cave, pas le noir. Elle dessinait le tribunal, le juge, et Jesse se tenant au milieu avec trois petites silhouettes autour de lui. Aiza chevauchait à côté de Jesse sur la jument qu'elle avait revendiquée comme la sienne. Dos droit, menton levé, le vent dans ses cheveux. Elle ressemblait à une fille différente de celle qui avait trébuché à son portail il y a 6 semaines. Même visage, mêmes yeux, mais quelque chose en dessous avait changé. L'armure était toujours là, pourrait toujours être là, mais elle n'était plus verrouillée si fort. Ils atteignirent le portail du ranch. Jesse mit pied à terre, tendit Birdie à Lola, ouvrit le loquet. Le fer ne coinça pas cette fois. Les charnières ne crièrent pas. Petite chose, insignifiante, mais Jesse le remarqua quand même. Eliza descendit de la jument, resta à regarder la maison. Monsieur Hollowell. Ouais. Puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez me demander n'importe quoi, Eliza. Vous le savez. Elle resta silencieuse un moment. Le vent bougea ses cheveux. Elle les repoussa avec une main qui ne tremblait pas. Allez-vous changer maintenant que c'est officiel? Maintenant que le juge a dit « Nous sommes à vous », allez-vous devenir quelqu'un de différent? Jesse la regarda, comprit la question sous la question. Chaque adulte de sa vie avait changé. Son père était passé de vivant à mort. Son oncle était passé de tuteur à monstre. Le marshal était passé de protecteur à prédateur. Les gens changeaient. Les gens devenaient ce qu'ils cachaient. Je vais essayer d'être meilleur, dit Jesse. Chaque jour. Certains jours, j'échouerai, mais je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre. Je vais être l'homme que vous avez rencontré la nuit où j'ai sorti Birdie de la neige. Cet homme essayant juste de faire la bonne chose et la ratant la moitié du temps. Eliza l'étudia. Ce long regard mesuré qu'elle donnait à tout le monde. Puis elle hocha la tête. Bien, parce que j'aime cet homme. Il n'est pas parfait, mais il reste. Elle marcha vers la maison. Jesse la regarda partir. 9 ans, Bob déjà plus sage que la plupart des gens ne le devenaient en une vie entière. Les semaines après l'audience bougèrent comme l'eau, vite à certains endroits, lentement à d'autres, s'accumulant dans des endroits inattendus. Edgar Prescott alla en procès à Cheyenne, plaida coupable de détournement de fonds, coupable de maltraitance d'enfants, coupable de conspiration dans la mort de Samuel Colton. Le jury mit 40 minutes, 12 ans dans une prison territoriale. Ellie mourait. Tout le monde le savait. Edgar le savait aussi. L'accepta avec le même calme qu'il avait montré dans la salle d'audience. Jesse n'assista pas au procès. N'en avait pas besoin. Clara y alla, le père O'Brien y alla, Hart y alla, et revinrent avec le verdict et une bouteille de whisky et une poignée de main qui disaient plus que des mots. Le marshal Dunning fut dépouillé de son badge, inculpé comme complice. Son frère Jacob fut arrêté en Colombie-Britannique et extradé. La mine fut fermée. Les familles des 12 hommes morts furent contactées. Une restitution fut ordonnée. Pas assez. Jamais assez. Mais quelque chose. Le juge Whittaker démissionna. Perdit sa position. Perdit sa réputation. Perdit tout sauf sa liberté, ce que Jesse pensait être injuste, mais ne pouvait pas changer. Certains hommes tombaient en douceur. C'était ainsi. La ville d'Elkhorn Creek s'ajusta comme le faisaient les petites villes. Les commérages passèrent de la suspicion à l'admiration. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté à propos d'un célibataire, gardant 3 filles, apportaient maintenant des tartes et offraient d'aider aux corvées et disaient à Jesse qu'ils avaient toujours su qu'il était un homme bon. Jesse les laissa dire. Ne croyait pas la plupart d'entre eux, mais les laissa dire parce que les filles avaient besoin de voir que la communauté pouvait être gentille, que les gens pouvaient choisir le bon côté même s'ils le choisissaient tard. Birdie grandit vite. De la façon dont les enfants grandissaient, quand ils étaient enfin assez nourris et assez tenus, et qu'on leur disait assez de fois qu'ils étaient aimés. Elle parlait plus, des phrases complètes, enfilant les mots comme des perles sur un fil. La plupart dirigés vers Jesse. « Papa, regarde. Papa, viens. Papa, tiens-moi. Papa, le cheval est grand. Papa, Lola a fait des biscuits. Papa, je t'aime. » Ce dernier vint un mardi, matin ordinaire. Jesse lassait ses bottes. Birdie était par terre jouant avec des blocs en bois que Lola avait sculptés.
Elle leva les yeux vers lui, sourit, le dit comme si c'était de la chose la plus évidente au monde. « Je t'aime, papa. » Les mains de Jessie s'arrêtèrent sur les lacets. Sa vision se brouilla. Il cligna fort des yeux. « Je t'aime aussi, Birdie. » Elle retourna à ses blocs. Conversation terminée. Pas de grand moment, pas de musique dramatique. Juste une enfant de 3 ans disant une vérité qu'elle savait depuis des semaines et pour laquelle elle avait enfin les mots. Jessie finit de lasser ses bottes, alla à la cuisine, versa du café, le but debout à la fenêtre avec des larmes coulant sur son visage et pas une seule raison de les arrêter. Lola le trouva là, le regarda, ne demanda rien. « Le café est trop fort, » dit Jessie. « C'est le même café que je fais depuis 20 ans, Monsieur Hollowell. Ça doit être l'altitude, alors. » Lola sourit, tapota son bras, retourna à son pain. Le silence d'Anna tint bon. Les semaines devinrent des mois, et toujours elle ne parlait pas. Jessie s'inquiétait. Lola s'inquiétait. Clara Whitfield passait chaque semaine pour la vérifier et repartait chaque fois avec la même expression prudente qui disait patience, mais disait aussi inquiétude. Eliza ne s'inquiétait pas, ou si elle le faisait, elle ne le montrait pas. Hannah parlera quand elle sera prête. Eliza dit à Jessie, « Vous ne pouvez pas la presser. Elle a gardé tout à l'intérieur depuis si longtemps. Elle doit trouver comment le laisser sortir à nouveau. » Elle fit une pause. « Les dessins aident. Regardez-les. » Regardez vraiment. Jessie les étala sur son bureau un soir. 47 dessins. Il les mit dans l'ordre par date et vit ce qu'Eliza voulait dire. Les premiers étaient en sombre, charbon lourd, ligne en colère, l'homme avec une ceinture, la cave, le poignet cassé, la peur dessinée en noir sur papier marron. Mais ensuite, il changeait graduellement. Les lignes s'adoucissaient, la couleur apparaissait. Lola avait donné à Hannah des crayons de couleur, et la fille les utilisait comme si elle découvrait une nouvelle langue. Vert pour l'herbe, bleu pour le ciel, jaune pour les cheveux de Birdie, marron pour les chevaux. Et les silhouettes changeaient aussi. L'homme avec une ceinture disparut vers le dessin 23, est remplacé par la grande silhouette avec un chapeau de cowboy. Jessie se tenant entre les petites silhouettes et tout ce qui était hors du cadre, les protégeant, pas avec des poings, avec une présence. Le dernier dessin de la pile était différent de tous les autres, plus grand, plus détaillé. Anna avait passé 3 jours dessus. Il montrait le ranch, la maison, la grange, la ligne de clôture, et dans la cour, 5 silhouettes. Jessie, Eliza, Hannah elle-même, Birdie et Lola. Aussi, ils se tenaient tous la main. En bas, en lettres qui devenaient plus stables et plus confiantes, Hannah avait écrit 3 mots. « C'est la maison ». Jessie remit les dessins dans l'ordre, les mit dans une boîte, mit la boîte dans le tiroir du bas de son bureau, le même tiroir où il gardait le whisky. Le whisky avait disparu depuis la nuit où Birdie l'avait appelé Papa P pour la première fois. Il n'en avait plus besoin, avec quelque chose de mieux. Quelque chose qui remplissait le même espace, mais ne le laissait pas vide. Au matin, Avril arriva et avec lui le premier vrai dégel. La neige fondit, les ruisseaux coulèrent. La vallée passa du blanc au marron à la première suggestion pâle de vert. Le bétail qui avait survécu à l'hiver était maigre mais vivant. Le ranch se remettrait. Cela prendrait du temps. Tout ce qui valait la peine d'être eu prenait du temps. Un samedi matin à la mi-avril, Jessie réparait la clôture sur le pâturage nord. Eliza était avec lui. Elle tenait le poteau pendant qu'il enfonçait les clous. Il travaillait dans un silence confortable, le genre qui venait de gens qui avaient appris les rythmes de l'un et de l'autre. Monsieur Hollowell. Eliza dit, « Nous avons parlé de ça. Vous pouvez m'appeler Jessie. Je sais. » Eliza enfonça un clou elle-même. Droit, vrai, devenant plus forte chaque jour. « Mais j'aime Monsieur Hollowell. Ça sonne juste. » Elle fit une pause. « Peut-être qu'un jour je vous appellerai autrement quand je serai prête. » Jessie comprit. Ne poussa pas. Un jour était assez. Un jour était une promesse qu'il y aurait plus de temps, plus de jours, plus de poteaux de clôture à tenir et de clous à enfoncer et de silence à partager. Ils marchaient vers la maison quand Jessie vit le cavalier venant de la route de la ville, bougeant régulièrement. Pas vite, pas lentement. Le rythme de quelqu'un qui voyageait depuis longtemps et était presque là où il devait être. Jessie s'arrêta. Sa main alla à sa hanche. Habitude. Il ne portait pas d'armes. N'en avait pas porté depuis que les filles étaient arrivées.
ne voulait pas d'âme dans une maison avec des enfants. Eliza protégea ses yeux du soleil. Qui est-ce? Je ne sais pas. Le cavalier se rapprocha. Un homme, la trentaine, cheveux noirs, mince, de la poussière sur son manteau après des jours de chevauchée. Il arrêta son cheval à 6 mètres du portail, regarda Jesse, regarda Eliza, regarda le ranch. Puis il enleva son chapeau. Et Jesse vit son visage, la mâchoire, les yeux, la façon dont il se tenait, comme regarder dans un miroir qui vous montrait à quoi vous auriez ressemblé si votre vie avait été différente. Jesse ne put parler. L'homme mit pied à terre, lentement, resta tenant son chapeau dans ses mains, nerveux, incertain. Un homme adulte qui ressemblait à un garçon, attendant qu'on lui dise qu'il était au bon endroit. J'ai reçu ton télégramme, dit l'homme. Ça m'a pris du terme. J'ai dû m'assurer qu'il était sûr de voyager. Il fit une pause. Je suis Nathan, Nathan Hollowell, bien que je n'ai pas utilisé ce nom depuis 9 ans. Jesse fixa son cousin, le garçon avec qui il avait grandi, le garçon que la famille avait pleuré, le garçon qui était censé être mort et enterré en Virginie et qui se tenait à la place dans la cour de Jesse, vivant, marqué par le temps, portant 9 ans de cachette dans les lignes autour de ses yeux. Nathan, dit Jesse. Le nom semblait étrange et familier en même temps, comme une chemise qu'on n'avait pas portée depuis des années qui allait encore. Nathan le regarda. L'oncle Matthew avait l'habitude de dire que tu étais l'homme le plus têtu du Wyoming. Mao disait que tu argumenterais avec un poteau de clôture et gagnerais. Il avait raison. Nathan faillit sourire, puis son visage devint sérieux. Je suis venu à cause de Samuel, à cause de ce qu'il m'a demandé de faire. J'étais là, Jesse, à cette mine. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu Dunning tuer cet homme. Je les ai vus l'enterrer. J'ai fui tout comme Samuel. Mais je n'ai jamais cessé d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Dunning est en détention. Edgar est en prison. La mine est fermée. Nathan ressemblait à un homme qui avait porté un rocher en haut d'une colline et à qui on venait de dire qu'il pouvait le poser. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Le menton de Nathan tomba sur sa poitrine. Ses épaules tremblèrent. Il resta là dans la cour, pleurant comme les hommes pleuraient quand ils avaient été forts trop longtemps et que la force n'était plus nécessaire. Jesse marcha vers lui, posa sa main sur l'épaule de son cousin, la garda là de la façon dont il l'avait appris d'Eliza. Ne réparant pas, ne parlant pas, juste présent. Après un moment, Nathan essuya son visage, regarda Eliza. Ce doit être la fille de Samuel. Eliza observait Nathan comme elle observait tout le monde, mesurant, calculant, mais plus douce maintenant, les bords moins tranchants. Je suis Eliza. Papa a parlé de vous, a dit que vous étiez courageux. Nathan rit, humide, brisé, courageux. Je me cache au Canada depuis 9 ans. Ce n'est pas courageux. Eliza haussa les épaules. Vous êtes venu ici? C'est assez courageux. Nathan regarda Jessie. Elle est juste comme Samuel. A cette même façon de te faire sentir que tu pourrais tout faire. Elle tient ça de son père. Entre. Tu as l'air de n'avoir pas mangé depuis 1 semaine. Ils s'assirent autour de la table de la cuisine. Tous, Jessie, Nathan, Eliza, Lola, Birdie sur les genoux de Jessie mangeant des miettes de biscuits sur sa chemise, Hannah dans le coin dessinant. Nathan raconta son histoire. La mine, le meurtre, les 9 ans de fuite, les petites villes, les faux noms, la solitude qui vous mangeait de l'intérieur quand vous ne pouviez dire à personne qui vous étiez vraiment ou pourquoi vous aviez peur. Il le raconta simplement, sans drame, de la façon dont les hommes racontaient des histoires difficiles quand ils étaient fatigués de les porter. Quand il eut fini, Lola lui versa plus de café. Eliza posa des questions, intelligentes, ou le genre qu'un avocat poserait. Nathan répondit à toutes. « Témoigneras-tu? » demanda Jessie. « Dans le procès contre le frère de Dunning. Diras-tu à une cour ce que tu as vu? » Nathan resta silencieux un long moment, regardant le café dans ses mains, la vapeur montée, la cuisine, la chaleur, les enfants. « Oui, dit-il, je témoignerai. J'ai fini de me cacher. » Il regarda Jessie. Samuel était mort parce qu'il était assez courageux pour dire la vérité. Le moins que je puisse faire est de finir ce qu'il a commencé. Jessie hocha la tête, sentit quelque chose s'installer en lui. Un cercle se fermant, une dette payée, pas à la loi, pas au Mans, à Samuel, au frère qui lui avait fait confiance une dernière fois et avait eu raison de faire confiance.
Cette nuit-là, après que Nathan eut reçu une chambre et que les filles furent au lit et que la maison fut calme, Jessie s'assit sur le porche. Le ciel était clair. Les étoiles si épaisses qu'elles ressemblaient à du lait renversé. L'air encore froid, mais pas cruel, pas un froid mortel, juste assez froid pour vous rappeler que vous étiez vivant et respiriez. Et ici, Eliza sortit, s'assit à côté de lui. Elle avait une couverture autour de ses épaules. La couverture de Lola, celle qui sentait la cannelle et le cèdre. Ils s'assirent sans parler. Les minutes passèrent, le silence confortable de gens qui n'avaient pas besoin de mots pour dire ce qui comptait. « Monsieur Hollowell, » dit Eliza finalement. « Ouais, pensez-vous que papa sait que nous allons bien, que vous avez tenu votre promesse? » Jessie regarda le ciel, les étoiles, le vaste poids impossible de l'univers au-dessus d'eux. « Je pense qu'il le sait. Comment? Parce que c'est ce que je choisis de croire. Et parfois croire quelque chose suffit à le rendre vrai. » Eliza s'appuya contre son épaule, petite, chaude. Le poids de son corps n'était pas un fardeau, mais une ancre. Voir quelque chose qui le gardait connecté à la terre quand le chagrin et la culpabilité et le souvenir de tout ce qu'il avait perdu essayaient de le détacher. « J'ai arrêté de dormir avec un couteau, dit-elle. Jessie s'immobilisa. Quand? La semaine dernière, après l'audience. Elle fit une pause. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai tendu la main vers lui et puis j'ai pensé, je n'ai plus besoin de ça. Alors je l'ai mis dans le tiroir et je me suis rendormi. La gorge de Jessie se serra. Elle mit son bras autour d'elle, la tira contre lui. C'est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite, Eliza. Plus courageuse que de marcher à travers un blizzard. Beaucoup plus courageuse. Elle sourit contre son épaule. Puis-je vous dire quelque chose? Toujours. Hannah a parlé aujourd'hui. Jessie se tourna, la regarda. Quoi? Cet après-midi, après-midi, pendant que vous répariez la clôture, Birdie a pris son crayon, l'a juste arraché de sa main, et Hannah a dit, la voix d'Eliza tremblait. Ouais, Hannah a dit, rends-le, Birdie, c'est à moi. 4 mots. 5, corrigea Eliza. 5 mots, les premiers mots qu'elle a dit en 8 mois. Jessie pressa sa main sur ses yeux. Respira. Juste respira. Qu'avez-vous fait? Rien. Je ne voulais pas lui faire peur. Hein? Je ne voulais pas en faire une grosse affaire. Je l'ai juste regardée et elle m'a regardé et puis elle est retournée à son dessin et Birdie a rendu le crayon et c'était tout. C'était tout. C'était tout, chuchota Eliza. Ils restèrent assis sur le porche alors que la nuit s'approfondissait, alors que les étoiles tournaient, alors que le froid se pressait tout près, mais ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils étaient ensemble, et ensemble c'était assez chaud. À l'intérieur de la maison, Nathan dormait dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois. Lola avait laissé une bougie brûler à sa fenêtre, comme elle le faisait pour Jessie après la mort de Rosie. Une petite lumière dans l'obscurité. Est-ce une façon de dire « Tu n'es pas seul », même quand la porte est fermée. Dans leur chambre, Hannah et Birdie dormaient emmêlés ensemble, comme elles le faisaient toujours. La main de Birdie dans les cheveux de Hannah. Le bras de Hannah autour de la taille de Birdie. Et sur la table de chevet, le dernier dessin de Hannah. 5 silhouettes devant une maison se tenant la main. Et en bas, en lettres qui étaient plus stables qu'elles ne l'avaient jamais été, 5 mots qui changeaient tout. C'est ma famille maintenant. Le matin arriva chaud pour la première fois depuis janvier. Jessie se réveilla au son du rire. Le gloussement aigu et brillant de Birdie. Le rire rare et plein d'Eliza. Et en dessous, calme mais inconfondable. Hannah riant. Un son que personne dans cette maison n'avait entendu auparavant. Jessie resta au lit et écouta. Laissa le son le submerger. Le laissa remplir les pièces qui avaient été vides pendant 4 ans. Le laissa atteindre les coins où le chagrin s'était installé comme de la poussière et les balayer. Il se leva, s'habilla, marcha vers la cuisine. Ils étaient tous là. Lola faisant des pancakes. Eliza mettant la table. Anna dessinant à sa place avec un crayon de couleur dans chaque main. Birdie assise par terre essayant de mettre la botte de Jessie sur son pied et échouant glorieusement. Nathan était à la table, café en main, et regardant le chaos avec l'expression d'un homme qui avait oublié à quoi ressemblait une famille et se souvenait tout d'un coup. Jessie se tenait dans l'encadrement de la porte, observant. Birdie le vit en premier. Son visage se fendit en un sourire si large qu'il prenait tout son corps. « Papa. »
Elle leva la botte. Trop grande. Beaucoup trop grande, dit Jessie. Donne-lui environ 15 ans. Il marcha vers la table, s'assit. Lola posa une assiette devant lui. Eliza versa son café sans qu'on le lui demande. Elle savait comment il le prenait. Noir, chaud, sans sucre. Elle avait appris ça la première semaine et n'avait jamais oublié. Hannah leva les yeux de son dessin, regarda Jessie et parla. « Bonjour. » Un seul mot, calme, à peine au-dessus d'un murmure. Mais il atterrit dans cette cuisine comme le tonnerre, comme si toute la maison avait retenu son souffle pendant 8 mois et le laissait enfin aller. Lola lâcha la spatule, fit le signe de croix. Moi commença à pleurer dans la pâte à pancakes. Les yeux d'Eliza se remplirent, mais elle ne laissa pas les larmes tomber. Sourit juste à sa sœur, le genre de sourire qui disait « Je savais que tu le ferais. J'ai toujours su. » Nathan détourna le regard, essuya son visage avec sa manche, fit semblant de ne pas pleurer dans son café. Jessie regarda Hannah, cette fille de 6 ans qui avait arrêté de parler parce que les mots étaient devenus des armes dans la maison d'Edgar Prescott et qui avait passé 8 mois à tout dire à travers le charbon et le papier, qui avait retrouvé sa voix dans une cuisine qui sentait les pancakes et le café et la chaleur particulière des gens qui se choisissaient les uns les autres. « Bonjour Hannah, » dit Jessie, sa voix stable, même si rien en lui ne l'était. Hannah le regarda, soutint son regard un long moment. Puis elle retourna à son dessin, mais ses lèvres étaient courbées vers le haut au coin. Pas tout à fait un sourire, le début d'un sourire, la graine d'un sourire, la promesse que plus de mots viendraient, et des rires, et un jour peut-être la voix pleine d'une enfant qui s'était souvenue que parler était sûr, parce que les gens autour d'elle n'utiliseraient jamais ces mots contre elle. Jessie mangea son petit déjeuner, but son café, écouta le bruit de 5 personnes dans une cuisine qui avait l'habitude d'en contenir une. Le laissa remplir l'espace. Le laissa le changer. Le laissa faire ce que le whisky et le silence et les 4 ans de chagrin n'avaient jamais pu faire. Le rendre entier. Après le petit déjeuner, Jessie sortit sur le porche. La vallée était verte. La neige avait disparu sauf sur les plus hauts sommets. Le bétail broutait dans des champs qui avaient failli les tuer il y a 3 mois. La vie revenait comme la vie le faisait toujours. Têtue, implacable, refusant de rester battue. Eliza sortit, se tint à côté de lui. « Monsieur Hollowell. »« Ouais. » Bonnell resta silencieuse un moment. Puis elle prit sa main, ses petits doigts s'entrelaçant aux siens, de la façon dont Rose avait l'habitude de faire quand il marchait vers la grange, de la façon dont un enfant s'accrochait à la personne en qui il avait le plus confiance au monde. « Merci, dit Eliza, pour la nuit unique et toutes les nuits d'après. » Jessie serra sa main, ne put parler, n'en avait pas besoin. Ils restèrent là à regarder la vallée se réveiller et à regarder la lumière se répandre sur la terre, à regarder le monde prouver que même après le pire hiver de mémoire, le printemps venait. Il venait toujours. Il fallait juste survivre assez longtemps pour le voir. Derrière eux, la maison était pleine. Lola chantant en espagnol, Birdie riant, Hannah dessinant, Nathan racontant une histoire sur un ours qu'il avait rencontré en Colombie-Britannique, que Birdie exigeait qu'il raconte encore et encore. Famille brisée et reconstruite, oui, cicatrisée et guérissant, imparfaite et présente, et plus que Jessie Hollowell n'avait jamais pensé mériter. Il avait enterré une fille, perdu un frère, passé 4 ans à se changer en pierre, et puis 3 petites filles étaient sorties d'un blizzard et avaient prouvé que le cœur qu'ils croyaient mort dormait seulement, attendant quelqu'un d'assez courageux pour le réveiller. Eliza s'appuya contre son bras. « Papa serait fier de vous, dit-elle. » Jessie la regarda, cet enfant féroce, sage, et impossiblement forte qui avait porté ses sœurs à travers un blizzard et porté une lettre d'homme mort dans sa botte et porté le poids d'une famille sur des épaules qui étaient trop petites pour le travail, mais l'avait fait quand même. « Votre papa serait fier de vous aussi, dit-il, plus fier qu'aucun homme n'a jamais été d'aucune fille. » Eliza sourit, ce vrai sourire, celui qui la faisait ressembler à ce qu'elle était. Une enfant, juste une enfant, enfin autorisée à en être une. « Je sais, » dit-elle. « Il me l'a dit dans la lettre, celle qu'il a écrite juste pour moi, celle que je n'ai montrée à personne. » Jessie ne demanda pas à la voir, n'en avait pas besoin. Certaines choses entre un père et une fille étaient sacrées, même quand le père était parti. Surtout quand le père était parti. Le soleil monta plus haut. La journée s'ouvrit,
chaude et verte, et pleine du genre de promesses que seul le printemps dans le Wyoming pouvait faire. Jesse Hollowell se tenait sur son porche avec la fille de son frère, tenant sa main, et son cousin à sa table et sa maison pleine du son des enfants, et savait avec une certitude absolue qu'il avait trouvé ce qu'il avait passé 4 ans à prétendre qu'il n'avait pas besoin. Pas une seconde chance. Les secondes chances étaient pour les gens qui croyaient que la première était finie. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait pas de nom. Quelque chose qui avait commencé avec un blizzard et un bébé qui disait papa et une fille de 9 ans qui dormait avec un couteau et une fille de 6 ans qui dessinait de la vérité quand elle ne pouvait pas la dire. Quelque chose qui ressemblait à 3 petites filles et sonnait comme un rire et donnait l'impression de rentrer à la maison après avoir été perdu si longtemps qu'on avait oublié ce qu'était la maison. Jessie serra la main d'Eliza, elle serra la sienne en retour et c'était assez. C'était plus qu'assez.